Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, les officiers généraux, chers amis de la FMES, chers auditeurs de la 29e session méditerranéenne des hautes études stratégiques. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour traiter d'un sujet passionnant et d'abord pour accueillir le professeur Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier, co-responsable du pôle transition énergétique à la chaire Économie du climat à Paris, Paris-Dauphine. Il enseigne également à l'École des Mines de Paris, à l'Institut français du pétrole. Il a créé le CREDAN, le Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Il est le patron il a créé d'ailleurs un master en économie et droit de l'énergie qu'il dirige depuis plus de 20 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages que vous avez peut-être déjà lus pour certains d'entre vous. J'en cite deux. Énergie, économie et politique en 2015 et Transition électrique, ce que l'Europe des marchés n'ont pas su vous dire en septembre 2017, donc récent. Voilà. Il est membre du conseil scientifique de Gaz de France, membre du conseil d'administration de GTR Gaz, président de la commission énergie 2050, c'est la commission qui a remis au ministre de l'énergie en février 2012 le rapport sur les perspectives du nucléaire. Et actuellement, il est membre d'un comité de pilotage sur la gestion des déchets nucléaires. Donc nous avons là, j'arrête là parce que je pourrais être beaucoup plus long, mais ce n'est pas l'objet de cette soirée, vous le savez, mais nous avons là un expert reconnu de l'économie en général et de l'économie de l'énergie en particulier. Le thème de ce soir, c'est un thème moi qui me passionne et je pense qu'il va vous passionner également, d'ailleurs si vous êtes là c'est qui vous intéresse, c'est les enjeux énergétiques dans l'émergence des conflits. Dans cette salle, le préfet maritime, il y a quelques semaines, nous avait rappelé quelque chose que nous savons, mais que derrière les enjeux géopolitiques et de sécurité, il y a souvent des enjeux économiques. Et je me rappelle qu'il devait dire, regardez d'abord les intérêts économiques des États et vous comprendrez un peu mieux leur posture, quelquefois un peu à contre-emploi, ou bizarre, ou paradoxale, leur posture en termes de politique et de sécurité. C'est vrai bien sûr pour l'économie, c'est aussi vrai pour l'énergie qui est au cœur de l'économie. Et donc les enjeux énergétiques sont extrêmement importants pour les tensions et notamment pour l'émergence des conflits. Et en Méditerranée, carrefour de l'économie, carrefour économique, carrefour énergétique, c'est encore plus vrai. Et vous ici et nous, la FMES, on est tous très intéressés par le bassin méditerranéen. Et ces enjeux-là, monsieur le professeur, ici, ils nous concernent. Je ne vais pas les évoquer puisque vous allez nous les préciser. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Monsieur le professeur, merci encore de nous avoir rejoints et je vous laisse le micro. Merci, Amiral. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, donc je suis très honoré cette année encore d'intervenir dans le cadre de cette session. Alors je vais en effet centrer mon intervention sur les enjeux énergétiques au cœur des conflits en Méditerranée. Alors je sais que la session cette année porte sur la Méditerranée orientale, moi ce sera un peu plus général. Je vais, je dirais, présenter les divers points suivants. D'une part, rappeler que aussi bien le pétrole que le gaz sont un facteur de tension au Proche-Orient, même si aujourd'hui le pétrole saoudien n'a pas la même importance pour les États-Unis, c'est du point de vue stratégique quelque chose à prendre en compte, que sur le plan gazier, par contre, il y a des enjeux importants, notamment dans les tensions entre l'Europe et la Russie. Je dirais un mot quand même de l'énergie nucléaire qui peut être un facteur de discorde entre Européens et de tension avec l'Iran. Et puis j'insisterai aussi sur quelque chose dont on parle peu, c'est un facteur potentiel de tension, c'est le rôle des investissements chinois aujourd'hui en Europe, et notamment dans les infrastructures européennes, en particulier les infrastructures électriques. Alors, c'est un vaste sujet, je ne veux pas tout traiter, je vais parler à peu près 1 heure, je crois qu'il y aura ensuite une demi-heure de discussion. Je crois qu'il faut avoir en tête, en effet, que l'énergie, c'est souvent une arme dans le domaine militaire. Ça a souvent été utilisé comme une arme. Qu'à l'inverse, eh bien, beaucoup de conflits sont liés ou ont été liés
à la volonté de contrôler des ressources énergétiques. Alors je ne vais pas m'amuser à prendre tous les exemples, j'en ai quelques-uns en tête. Bon, je rappelle parmi une décision intéressante, c'est la décision de Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté. Quand il était premier lord de l'Amirauté, il avait fait passer les vaisseaux britanniques du charbon au fioul, au mazout. Et c'était très important parce que les bateaux allaient plus vite et ils émettaient moins de fumée, donc ils étaient moins facilement repérables. On pourrait citer aussi la décision de Roosevelt, quand il revient de Yalta, de s'arrêter pour négocier avec le roi d'Arabie Saoudite un pacte qui consiste à dire nous protégeons l'Arabie Saoudite et en contrepartie vous nous livrez du pétrole et vous garantissez l'approvisionnement des États-Unis. Ça a duré 50 ans, il a été renouvelé d'ailleurs ce bail. Cet accord a été renouvelé. On pourrait citer Saddam Hussein qui envahit le Koweït. Il avait, lui, Saddam Hussein, 10% des réserves mondiales, le Koweït en avait 10%. En envahissant le Koweït, il se retrouve avec 20% des réserves, il devient le premier pays en termes de réserves mondiales de pétrole. On peut citer bien sûr le pétrole comme arme pendant la guerre du Kippour, et on peut citer plus récemment la décision du président américain de réduire les exportations iraniennes pour poser un problème en termes de recettes pour l'Iran. Donc vous voyez, les exemples abondent et on pourrait en citer beaucoup. Alors, si je regarde tout d'abord le cas du pétrole, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors, ce transparent est intéressant. Alors, il est en anglais parce qu'aujourd'hui, les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie ne sont même plus en anglais. En français, ils sont seulement en anglais. C'est la mode. Donc, il faut se mettre à l'anglais. Si je regarde ce qui s'est passé en regardant l'énergie consommée à l'échelle mondiale en 45 ans, 71, 2016, ça fait 45 ans. Il y a quelque chose qui est frappant. La part du charbon, qui était de 26%, est montée à 27%. Vous voyez que la consommation totale est passée de 5,5 milliards de tonnes d'équivalent pétrole à 13,7. Donc on consomme 2,5 fois plus d'énergie, puisque c'est toutes énergies confondues. La part du charbon augmente, donc on consomme de plus en plus de charbon. La part du pétrole a chuté, elle est passée de 44% à 32%. Au profit de qui? Au profit du gaz, qui est passé de 16 à 22%. Pour le reste, c'est relativement modeste. Les combustibles, les biofuels sont à peu près 10 à 11%, l'hydraulique ça ne bouge pas, 2%, le nucléaire est monté un peu de 1 à 5% de l'énergie totale. En électricité, c'est plus important. Mais ça montre bien que les mouvements énergétiques sont très lents. Il y a de très très fortes inerties dans le secteur de l'énergie. Donc si vous voulez, pour une raison très simple, c'est que pour changer d'énergie, il faut changer d'équipement. On le voit bien actuellement avec le débat sur le prix de l'essence. Si vous augmentez le prix de l'essence, quand vous changez de voiture, vous pouvez éventuellement modifier le modèle, mais vous n'allez pas changer de voiture simplement parce que le prix de l'essence a monté. Donc on voit bien qu'il y a des rigidités, c'est vrai, un peu dans tous les domaines, sur le plan énergétique. Alors si on regarde ce qui va se passer dans le futur, il faut avoir ça en tête. Dans le futur, la consommation d'énergie devrait monter essentiellement en Chine, en Inde, également en Afrique. Il y a une très forte pression démographique en Afrique. Et les deux pays importants, ce sont des données, je dirais, assez acceptées dans tous les milieux universitaires et des spécialistes de l'énergie. C'est-à-dire c'est une source de BP, mais assez fiable, et l'AIE reprend un peu la même source. Donc on voit bien que c'est la Chine et l'Inde qui vont être de gros consommateurs d'énergie, l'Afrique à cause de la pression démographique, l'Amérique latine un peu, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on considère qu'aux États-Unis, au Japon, la demande d'énergie devrait baisser, et surtout dans l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est des scénarios nouveaux. Jusqu'à maintenant, dans les projections, on faisait toujours l'hypothèse que ça allait augmenter. On commence à avoir des hypothèses où la demande d'énergie va baisser. C'est un peu le cas en France. Aujourd'hui, dans les derniers scénarios français, on fait l'hypothèse que la demande d'énergie à l'horizon 2035-40 devrait baisser un peu. Alors si on regarde les principaux fournisseurs, là aussi c'est intéressant, on voit qu'il y a une concentration. Prenons-les dans l'ordre. Le charbon, le grand producteur de charbon, c'est la Chine, suivi des États-Unis. Là, ils sont deux qui dominent le reste du monde. Les États-Unis, ils ont beaucoup de charbon. D'ailleurs, en termes de réserve de charbon, c'est les États-Unis le premier pays, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la Chine. Si vous regardez le pétrole, il y a 3 pays qui font la course en tête, c'est l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Russie, et suivant l'année, c'est l'un qui passe devant l'autre. Si vous regardez le gaz, c'est les États-Unis, la Russie, et puis ensuite, loin derrière, l'Iran, le Qatar. Si on regarde le nucléaire, c'est les États-Unis, la France, puis la Chine et la Russie.
Et si on regarde l'hydraulique, c'est la Chine, le Canada, le Brésil et les États-Unis, des pays qui ont un potentiel hydraulique relativement important. Alors aujourd'hui, le prix du pétrole, eh bien, il a chuté, on est aux alentours de 60. Alors il y a eu un pic, ces dernières semaines, il était monté à plus de 80, ce qui était assez loin de ce qu'on avait connu, puisque le prix du pétrole était monté en milieu de 2008 à 147 $ le baril. Donc là, on était monté à 85, on dit il y a un choc pétrolier. Mais enfin, on est redescendu aujourd'hui, suite à la dernière décision de l'OPEP, on sera probablement entre 60 et 70, on est aux alentours de 60-70 $ le baril de pétrole. Alors ce qui est intéressant, c'est le graphique de droite. Quel est le pays qui monte le plus vite ces dernières années, et ces derniers mois en particulier? C'est les États-Unis. Vous voyez que entre la Russie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, eh bien, les États-Unis deviennent le premier producteur de pétrole. Pendant 15 jours, en novembre, les États-Unis ont exporté plus de pétrole et de produits pétroliers qu'ils en ont importé. Attention, ça ne veut pas dire que c'est vrai sur l'année, c'est vrai sur une période courte. Mais ça montre bien que grâce au pétrole de schiste, grâce au pétrole dit non conventionnel, les États-Unis aujourd'hui sont un pays qui devient un pays qui va probablement assez rapidement être indépendant sur le plan de l'approvisionnement pétrolier. Et ça amène à dire qu'ils ont beaucoup moins besoin, évidemment, des importations du Moyen-Orient. Et sur le plan, je dirais, de la géopolitique, c'est important, parce que du coup, la position américaine peut être un peu différente. Bon, il reste d'autres questions, comme par exemple la défense d'Israël, qui explique que les États-Unis ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe au Proche-Orient. Si on regarde les réserves, on s'aperçoit que, je vais passer rapidement en termes de réserves, c'est le Venezuela qui a les plus grandes réserves. En ce moment, pas de chance, le Venezuela dans une situation économique dramatique, et donc il produit assez peu. Ensuite, l'Arabie Saoudite, le Canada, l'Iran, l'Irak. L'Irak, c'est intéressant, c'est un pays qui est aujourd'hui le deuxième producteur de l'OPEP. C'est-à-dire que sa production a fortement monté. La production irakienne a fortement monté ces 2 dernières années. Si on regarde maintenant les réserves de gaz, alors là, c'est l'Iran et la Russie, sont à peu près au même niveau, puis suivi du Qatar, puis ensuite d'autres pays, Turkménistan, un peu les États-Unis. Enfin, il y a 2 pays en tête quand même, c'est l'Iran et la Russie. Et l'Iran, peut-être pour certains, devant la Russie. Si on regarde le charbon, le premier pays en termes de réserves prouvées, ce sont les États-Unis. Juste devant la Chine, largement même devant la Chine. Certains disent que les réserves chinoises seraient sous-estimées. Bon, c'est possible. Toujours est-il que les États-Unis ne sont pas le plus gros producteur de charbon. Au contraire, la production de charbon a tendance à diminuer aux États-Unis. Mais en termes de réserve, c'est un pays qui est, je dirais, extrêmement important, puisqu'il a la plus grande réserve de charbon en termes de réserve prouvées. Les États-Unis, c'est un pays béni des dieux énergétiques. Ils ont beaucoup de charbon, ils ont beaucoup de gaz, ils ont beaucoup de pétrole. Je dirais, ça leur permet d'avoir une position, je dirais, géopolitique tout à fait particulière. Alors bien sûr, il y a du charbon ailleurs, il y en a beaucoup en Russie, il y en a bien sûr en Australie, il y en a en Colombie, on en trouve ailleurs. Mais on voit tout de suite, le charbon, il est un peu moins concentré, les réserves sont un peu moins concentrées que pour le pétrole, pour le gaz. Puis le charbon, ce n'est pas un produit aussi stratégique que le pétrole. Le pétrole, c'est un produit éminemment stratégique, bien évidemment, pour les usages qui ne peuvent pas se passer de pétrole. Alors l'uranium, c'est intéressant, le premier pays en termes de réserves. Alors il y a plusieurs conceptions de réserves, si on regarde les réserves actuellement estimées, celles qui pourraient y être ajoutées, enfin peu importe. L'important c'est de dire, les pays qui ont de grandes réserves, c'est l'Australie, c'est le Kazakhstan, c'est le Canada, les États-Unis aussi ont des réserves, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Niger, mais le Kazakhstan c'est important, le premier fournisseur d'uranium de la France, c'est le Kazakhstan. L'avantage de l'uranium, c'est qu'il est localisé dans des pays qui sont un peu moins sensibles sur le plan politique, ce qui n'est pas le cas du pétrole. Le caractère sensible du pétrole, c'est qu'il est localisé dans des endroits politiquement très sensibles. Alors, il y a une étude assez récente qui montre que si on regarde les revenus qui sont attendus dans les prochaines années, alors c'est une étude qui, je dirais, donne des chiffres en milliards de dollars 2017, qui va jusqu'en 2040. C'est une estimation, comme toute estimation, il faut être extrêmement prudent. On s'aperçoit que les pays qui vont avoir le plus de recettes, c'est bien sûr la Russie, ça dépend des 2 scénarios, il y a 2 scénarios ici, le scénario pessimiste, le scénario optimiste. La Russie, l'Arabie Saoudite, l'Irak aussi, c'est important, les Émirats Arabes Unis. Bon, loin derrière, le Nigeria, le Venezuela. Et ça veut dire que pour la Russie, l'enjeu est extrêmement important. La Russie a énormément de réserves et elle a besoin d'exporter. On dit souvent qu'on dépend des Russes, mais les Russes, ils dépendent aussi des importateurs, bien évidemment. Alors,
Ce qui est nouveau, relativement récent, ce sont les découvertes en Méditerranée orientale. Alors, il y a eu beaucoup de découvertes, notamment de pétrole, mais beaucoup de gaz, et surtout de gaz. Et ça peut poser des problèmes parce qu'on s'aperçoit que eh bien, les frontières pour ces réserves ne sont pas toujours bien délimitées. On ne sait pas très bien à qui appartiennent ces réserves. D'autant qu'il suffit de forer dans les autres. Les réserves, elles ne connaissent pas les frontières politiques. Donc on a découvert beaucoup de gaz eh bien, du côté de Chypre, du côté de la Syrie, du côté d'Israël, bien sûr. Israël qui d'ailleurs exporte un peu de gaz maintenant, un peu en Égypte, même si on a découvert beaucoup de gaz en Égypte. Donc on voit que là, c'est un facteur potentiel de conflit. Alors certains disent, non, les découvertes, ça peut être un facteur de coopération. Au fond, certains pays peuvent avoir intérêt à s'entendre et à gérer ensemble ces ressources. D'autres disent, ça va être un facteur de tension parce qu'il y a un problème de délimitation. Il y a d'ailleurs un élément important, on le verra, c'est que les oppositions politiques entre les pays de la région ne recouvrent pas nécessairement les oppositions en termes de gestion énergétique. C'est-à-dire qu'on peut faire affaire sur le plan énergétique avec des ennemis politiques et être en conflit énergétique avec des amis politiques. Donc on voit qu'il peut y avoir des situations un peu particulières. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de ressources aussi découvertes au nord de l'Égypte, toujours en mer. Tout ça, c'est du gaz offshore. Donc c'est un gisement important. Certains disent l'Égypte, peut-être que l'Égypte exporte déjà du gaz, nous achetons du gaz égyptien, mais il y a eu des ressources extrêmement importantes. Ça intéresse beaucoup de gens, ça intéresse même les Russes qui ont pris une participation dans le gisement de l'Égypte. Avec ceux qui ont découvert sont les Italiens qui ont découvert ce gisement. Et donc les Russes, eux, sont venus un peu à la rescousse pour investir dans ce domaine. Et puis il y a un projet aujourd'hui en matière de gaz aussi, c'est le projet de faire un gazoduc entre le Qatar et la Turquie. Le Qatar, qui, comme vous le savez, vient de sortir de l'OPEP. Il y avait 15 pays dans l'OPEP, ils sont plus que 14, puisqu'il y a un mois, le Qatar a décidé qu'il n'était plus membre de l'OPEP. Alors, ce n'est pas très important sur le plan du pétrole, parce que le Qatar, c'est même pas 1 million de barils de jour, c'est-à-dire c'est même pas 50 millions de tonnes par an, ce qui est relativement modeste, mais c'est très important en matière de gaz. Et donc, le Qatar, en fait, il est sorti parce qu'il dit « je veux gérer mon gaz tranquillement ». La vraie raison, c'est le conflit qui oppose le Qatar à l'Arabie Saoudite, puisque le Qatar est accusé de se rapprocher fortement de l'Iran. Alors, quand on regarde maintenant les pays, amis et ennemis, alors ça c'est une typologie qu'on peut discuter, bien évidemment, amis et ennemis, c'est pas aussi simple que ça, la frontière, mais on s'aperçoit que bien, à l'Arabie Saoudite, il y a des amis, l'Égypte, en principe, ça pose pas trop de problèmes, encore que sur le gaz, il y a parfois quelques conflits, mais les ennemis, c'est Iran, Russie. Alors il y a eu une guerre des prix du pétrole, par exemple, à un moment donné, c'était intéressant, l'Arabie Saoudite voulait faire baisser le prix du pétrole pour gêner l'Iran, en disant ça va baisser les recettes de l'Iran, ça va les embêter. On s'aperçoit que c'est un effet boomerang, parce que du coup, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a besoin de recettes pétrolières, et elle était plutôt, dans la dernière négociation, favorable à une remontée du prix du pétrole, qui n'allait pas dans le sens de ce que souhaitait le gouvernement américain, qui voulait stabiliser le prix du pétrole. Donc on voit que les décisions sont parfois difficiles. Bon, quant à l'Égypte, eh bien, elle est assez proche de l'Arabie, d'Israël, même s'il y a une compétition pour le gaz, notamment maintenant qu'il y a beaucoup de réserves de gaz en Égypte, et puis assez proche de la Russie, mais là aussi, la Russie s'interroge. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a pris une participation dans le gisement égyptien, parce que la Russie ne voudrait pas que l'Égypte vienne trop concurrencer ses exportations de gaz à destination de l'Europe, bien évidemment. Par contre, il y a des tensions avec la Turquie, et notamment pour la compétition de vente de gaz par gazoduc par rapport au gaz sous forme de GNL, puisque le gisement de Zohr est vendu sous forme de gaz liquéfié. Quant à l'Iran, évidemment, assez proche de la Syrie, du Hezbollah libanais, de la Russie, mais il y a une certaine compétition pour la vente de gaz à l'Union européenne interne. Pour l'instant, l'Iran n'a pas les moyens de vendre du gaz, parce qu'ils ont besoin du gaz pour leur production intérieure. Mais l'Iran peut être un producteur, exportateur potentiel énorme de gaz. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi l'Iran explique qu'ils veulent faire du nucléaire, en disant écoutez, nous sommes obligés d'utiliser du gaz pour faire l'électricité. Si on faisait de l'électricité nucléaire, le gaz qu'on n'utilise pas pour faire l'électricité pourrait être exporté. Et donc on serait un grand exportateur de gaz.
Vous voyez tout de suite l'argumentation en faveur du nucléaire. Bon, alors les relations Iran-Irak sont traditionnellement assez mauvaises. C'est mauvais, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la vente de gaz iranien à l'Irak via un certain gazoduc. Les relations entre l'Iran et l'Irak sont compliquées parce que le gouvernement irakien est quand même proche, je dirais, des chiites. Mais il y a quand même des tensions, là aussi, assez historiques. Entre l'Irak, donc l'Irak, les amis, bon, pour l'instant, c'est les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Bon, l'Iran, puisqu'ils achètent un peu de gaz à l'Iran, mais c'est des relations un peu ambiguës. Bon, la Syrie, c'est un peu l'ennemi traditionnel. Idem pour la Syrie. Quant à la Turquie, la Turquie, suivant les périodes, elle est proche de la Russie. Des fois, elle s'en éloigne un peu. Elle est assez proche du Qatar. Bon, par contre, elle a souvent des relations conflictuelles avec la Syrie, avec Israël, même si il y a parfois de la coopération avec Israël. Donc tout ça, c'est ambigu. Quand on regarde les relations géopolitiques et les relations énergétiques, on s'aperçoit que c'est compliqué. Parce que ce serait plus simple si, je dirais, la coopération énergétique recouvrait la coopération politique. Or, ce n'est pas du tout le cas. On peut s'entendre avec des personnes avec qui politiquement, je dirais, on ne s'entend pas, mais on s'entend sur le plan énergétique. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est le cas des États-Unis. On voit tout de suite la courbe qui est la courbe en rouge, qui montre que le taux de couverture du pétrole américain remonte. Vous voyez, si on est en dessous de la barre 100, ça veut dire qu'on est importateur net. Alors c'est le cas des États-Unis, vous voyez, on était à 80, ça a baissé, donc ça paraît être baissé, mais maintenant ça remonte très fortement. Donc pour l'instant, les États-Unis sont toujours importateurs de pétrole. C'est pas parce qu'ils ont été exportateurs nets pendant 15 jours qu'il faut dire qu'ils sont devenus exportateurs. Mais ils sont toujours importateurs, mais de moins en moins. Ils sont toujours un peu, je dirais, importateurs de gaz, mais c'est quasiment fini. Ils importent des petites quantités, mais c'est marginal maintenant, parce qu'ils sont quasiment autosuffisants. Ils sont autosuffisants en charbon, bien évidemment, parce qu'ils exportent même du charbon. Ce qui veut dire, sur le plan énergétique, c'est la courbe en bleu, on voit qu'ils sont très proches de l'indépendance énergétique. Alors, si on regarde maintenant les grands exportateurs, pardon, ça c'est les grands importateurs, si on regarde les grands importateurs de pétrole, on s'aperçoit que dans le futur, eh bien, les États-Unis vont importer de moins en moins de pétrole, l'Inde par contre va en importer, et le pays qui va en importer de plus en plus, c'est la Chine. Par conséquent, le marché important pour l'exportation, ça va être la Chine. Alors regardons les fournisseurs de pétrole aux États-Unis. Ça n'a pas beaucoup changé. On a les chiffres 2017. Bon, j'ai regardé avant de venir, ils sont très proches de cela. C'est des pourcentages. Qui fournit le pétrole dont les États-Unis ont besoin? Le Canada, le Venezuela, le Mexique, la Colombie, un peu l'Irak, le Koweït et un peu l'Arabie Saoudite. Mais c'est modeste, 11% de l'Arabie Saoudite. Donc les Américains ne sont plus dépendants comme ils l'étaient au moment de l'accord signé entre Roosevelt et Imsel. On est très très loin de la situation antérieure. Donc ça leur permet, si vous voulez, d'avoir une position politique qui n'est pas contrainte par les enjeux strictement énergétiques. Alors ça explique d'ailleurs qu'aux États-Unis, si vous regardez la courbe de droite, elle est intéressante, c'est la production d'électricité aux États-Unis. Il y a une dizaine d'années, vous voyez, en 2008 encore, ou 2006, la moitié de la production d'électricité aux États-Unis s'était fait avec du charbon, parce qu'ils ont beaucoup de charbon. Aujourd'hui, on est à moins de 30%. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé au gaz. Ce sont les centrales à charbon ont été détrônées par les centrales à gaz, le gaz de schiste. Et le charbon américain, qui ne trouve pas de débouché aux États-Unis, où est-ce qu'il va? Ben, il va en Europe. Et le paradoxe, c'est qu'en Europe, et notamment les Allemands, mais pas seulement eux, achètent du charbon américain pour remplacer du gaz qui est plus coûteux que le charbon américain importé. Donc on a une situation paradoxale. Le gaz détrône le charbon aux États-Unis et le charbon américain détrône le gaz en Europe, dans la production d'électricité, pour des raisons purement économiques. Donc ça vous explique qu'aux États-Unis, finalement, le remplacement des centrales à charbon par des centrales à gaz a eu un effet bénéfique. L'effet bénéfique, c'est que sur le plan environnemental, les émissions ont baissé. Ce n'est pas grâce à leur président directement, mais c'est la situation réelle. Parce que ça s'est amélioré pour des raisons strictement économiques, à savoir le remplacement du charbon en partie par le gaz. Alors justement, si on regarde le gaz en Europe, alors la situation européenne est intéressante. D'abord, il faut savoir que l'Union, quand je parle de l'Europe, c'est l'Union européenne. Donc là, c'est les 28 pays, puisqu'il y a toujours l'Angleterre. Bon. L'Union européenne,
elle importe 53 à 55% de tout son énergie. Alors elle importe déjà 90% de son pétrole, elle en produit 10%. Elle importe 66% de son gaz, elle en produit un tiers. Elle importe 42% de son charbon, elle en produit encore, il y a encore des producteurs de charbon en Europe, en Pologne, en Allemagne notamment. Elle importe du nucléaire, 40%, puisqu'elle en produit. Alors elle en produit, vous avez dit, je ne savais pas qu'on produisait autant d'uranium en Europe. En fait, c'est parce qu'on recycle, dans les centrales nucléaires, on recycle l'uranium. Donc il faut voir qu'ici, dans l'uranium, il y a l'uranium recyclé. Donc c'est important pour expliquer, je dirais, qu'il y a une certaine indépendance. Alors maintenant, si vous regardez qui nous fournit, qui nous approvisionne, quel est le premier fournisseur de pétrole de l'Union européenne? Réponse, la Russie. Suivi de la Norvège, le Nigeria, etc. Vous les avez ici. Premier fournisseur, la Russie. Je fais la même chose en gaz. Quel est le premier fournisseur de gaz de l'Union européenne? La Russie. Suivi de la Norvège, de l'Algérie, etc. C'est pas vrai pour la France. Notre premier fournisseur de gaz, c'est la Norvège. La Russie est loin derrière, puisqu'on a à peu près 40% qui viennent de Norvège, ça dépend des années, de l'ordre de 40%. Et ensuite, on a trois fournisseurs importants, c'est l'Algérie, la Russie, à peu près équivalent, puis il y avait les Pays-Bas, mais ils sont en train de réduire fortement leur production, parce que le gisement aux Pays-Bas s'épuise. Mais notre premier fournisseur, nous, c'est la Norvège. En moins, pour l'Union européenne, c'est la Russie. On dépend beaucoup de la Russie. Si vous regardez maintenant quel est notre premier fournisseur de charbon dans l'Union européenne, c'est la Russie. On dépend beaucoup des Russes. Vous direz que du coup les Russes dépendent aussi beaucoup de nous, puisqu'ils ont besoin qu'on leur achète cette énergie. Alors dans le gaz, ça se voit à travers les gazoducs. Alors quel est l'objectif aujourd'hui en matière de gaz pour la Russie? Il est extrêmement simple. Contourner l'Ukraine. Par le nord et par le sud. Puisqu'une grande partie du gaz traversait l'Ukraine. Et un certain nombre de crises ont été liées. Alors là, on voit que la crise politique rejoint la crise économique, bien évidemment. Mais, bien évidemment, le rôle de la Russie, c'est éviter autant que faire se peut de passer par l'Ukraine, puisque à chaque fois que vous passez dans un pays, vous devez payer, c'est normal, c'est un droit de passage. L'Ukraine se payait d'ailleurs en nature, et quand il y avait des tensions, l'Ukraine se servait d'abord, et puis le gaz qui aurait dû être envoyé dans le reste de l'Europe, il ne l'envoyait pas nécessairement. Donc, d'un commun accord, il faut éviter l'Ukraine. Alors, éviter l'Ukraine, ça veut dire qu'il y a un gazoduc qui déjà passe un peu au nord de l'Ukraine, on voit qui traverse la Pologne. Le grand projet qui a été réalisé en partie, c'est le Nord Stream, c'est-à-dire ce fameux tuyau qui traverse la Baltique. Alors, ce tuyau est intéressant, ce gazoduc est intéressant parce qu'il est en train d'être doublé. Les États-Unis ne sont pas favorables, la Commission européenne n'y est pas favorable, mais les Allemands, ils sont très favorables. Ils dépendent fortement des Russes, mais l'histoire des relations entre l'Allemagne et la Russie montre qu'il y a toujours une certaine coopération entre l'Allemagne et la Russie. Et là, les Allemands, ils ont besoin du gaz russe. Et donc, ils sont très favorables au doublement de ce tuyau. C'est le Nord Stream. Alors, le Nord Stream, ce qui a fait, je dirais, un peu se lever lever le bouclier de l'Union européenne, de la Commission européenne, c'est le fait que ce gazoduc passe en mer et il aurait pu passer très bien dans les pays baltes et en Pologne. Mais la réponse des Allemands et des Russes, c'était à chaque fois qu'on traverse un pays, il faut payer des droits de passage. Donc ça ne coûte pas plus cher de passer en mer, ça évite les droits de passage. Voilà, c'était un peu ça la réponse. Il y a probablement d'autres sous-entendus. On veut éviter éventuellement des tensions possibles. Et donc, si c'est une ligne directe, c'est plus simple. La France est concernée parce qu'une partie de notre approvisionnement est concernée par le Nord Stream. Et puis alors surtout, le point important aujourd'hui, c'est les gazoducs qui vont traverser directement de la Russie vers le sud de l'Europe. Alors là, c'est le Nord Stream, le doublement du Nord Stream. On voit bien là, les passages de ce gazoduc. Et alors aujourd'hui, c'est le fameux Turk Stream, dont l'inauguration a été faite le 19 novembre par le président turc et le président Poutine. On a inauguré en grande pompe ce gazoduc qui permet d'acheminer du gaz vers la Turquie. Mais on ne va pas s'arrêter en Turquie. Demain, ça va approvisionner d'autres pays de l'Europe de l'Est. C'est prévu d'approvisionner la Hongrie, la Slovaquie, etc., etc. Donc par conséquent, l'objectif c'est bien, à terme, de pénaliser l'Ukraine. C'est-à-dire que plus le gaz passera par en haut et par le sud, moins il y aura besoin de faire passer du gaz par l'Ukraine. Et l'Ukraine l'a très bien compris, bien évidemment.
Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de gaz qui passe par l'Ukraine, mais la position de l'Ukraine, je dirais le marchandage que l'Ukraine pouvait faire à l'égard de la Russie dans le passé, ce marchandage sera plus difficile à faire. Alors il y a quand même un acteur nouveau qui apparaît, c'est la Chine. Parce que du coup, la Chine est intéressée par ce gaz. La Chine a des besoins, on l'a vu tout à l'heure, énormes. Donc, ils veulent importer du gaz de la région de la Caspienne. La Caspienne, c'est très intéressant. On ne sait pas si c'est une mer ou si c'est un lac. Est-ce que c'est une mer fermée ou un lac? Vous allez me dire quelle importance. Sur le plan juridique, c'est complètement différent. Parce que quand vous avez un lac, si vous êtes 5, ce qui est le cas, 5 pays autour du lac, chacun a 20%. Si c'est une mer, même fermée, à ce moment-là, le droit international dit que les réserves sont proportionnelles à la longueur des côtes, ce qui est complètement différent. Donc il y a des gagnants et des perdants dans l'affaire. Alors, la question n'a pas été résolue sur le plan juridique. Néanmoins, les 5 pays se sont mis d'accord pour se partager dans l'état actuel des choses. Il y a eu un modus vivendi pour se partager les réserves. Mais vous voyez, c'est une question juridique qui montre bien qu'il y a des enjeux importants. Alors on voit ici les tuyaux, je ne veux pas trop développer, les slides seront disponibles, mais on voit bien qu'il y a des tuyaux qui sont des gazoducs qui sont appuyés par les États-Unis, si on évite de les importer évidemment de Russie, d'autres qui sont appuyés par l'Union européenne, si c'est à peu près les mêmes, mais d'autres qui sont appuyés par la Russie, c'est-à-dire qui permettent d'exporter du gaz russe, et puis il y a la Chine qui voudrait bien qu'une partie de ce gaz, qui n'est pas seulement du gaz russe, mais il y a du gaz aussi au Turkménistan, etc., au Kazakhstan, et même du gaz d'Azerbaïdjan, puisse aller vers la Russie, donc vers la Chine. Donc la Chine a l'ambition de pouvoir drainer une partie du gaz pour ses besoins. C'est important d'avoir ça en tête, parce que la Chine intervient fortement de plus en plus en Europe. Alors si justement, en parlant de Chine, on regarde, parce que la Chine fait également beaucoup de nucléaire, si on regarde un élément sur lequel il faut avoir également quelques informations, c'est le nucléaire. Je rappelle que dans le nucléaire, nous sommes aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle le nucléaire de deuxième génération. Les réacteurs actuels, c'est deuxième génération. Première génération, c'était le nucléaire du départ, UNGG, uranium naturel, graphite gaz. Aujourd'hui, nos 58 réacteurs, c'est des réacteurs à eau pressurisée, c'est la filière Westinghouse qui a été francisée. Donc les 58 réacteurs qui fonctionnent en France, c'est des REP qui sont filière Westinghouse. Mais il y a l'équivalent de cette filière en Russie, c'est les VVER, enfin bon, c'est à peu près les filières qui sont disponibles. Puis il y a troisième génération, on devrait dire d'ailleurs génération 2+, parce que ce n'est pas vraiment une génération nouvelle, c'est l'EPR. L'EPR, c'est troisième génération, mais il y a l'équivalent en Russie, il y a l'équivalent en Chine. Il y a le premier EPR qui a fonctionné. Pour l'instant, il y en a un qui fonctionne dans le monde, il est en Chine. C'est un franco-chinois, mais lui, il est raccordé au réseau. Mais les Chinois sont en train de construire leur propre réacteur, c'est-à-dire une filière particulière, en s'appuyant évidemment sur les enseignements de la filière française. Bon. Et puis il y a ensuite quatrième génération, ça c'est complètement différent, ça c'est une génération complètement nouvelle. Quatrième génération, ça veut dire que ce sont les surgénérateurs. Donc cette fois, je dirais, ça permet de mieux utiliser l'uranium et je dirais d'avoir des réacteurs qui peuvent d'ailleurs consommer une partie des déchets, et donc ça présente beaucoup d'avantages. Alors chez nous, c'était ce qu'on appelait Superphénix, mais on l'a abandonné. C'est le projet Astrid, dont on parle parfois. Malheureusement, il est un peu aux oubliettes, me semble-t-il, en ce moment, mais on y reviendra peut-être. Donc aujourd'hui, on parle bien de deuxième génération et éventuellement de troisième génération. Alors il y a une nouvelle génération aussi, certains disent qu'il faut construire des réacteurs plus petits, ce qu'on appelle les SMR. On va souvent parler des SMR, Small Modular Reactors, c'est des petits réacteurs. Alors ces petits réacteurs, ils ont un avantage, c'est que souvent la sûreté est passive, donc c'est plus facile de les gérer en cas d'incident, et ils sont surtout de dimensions plus modestes. Le PR, c'est 1650 MW. Vous ne mettez pas ça n'importe où, il faut un grand réseau. Vous n'allez pas vendre ça dans un pays où la puissance installée est de 5000 MW. Bon. Donc il faut que ce soit des grands pays. Par contre, les petits réacteurs de 100, 200 MW, ça peut se mettre un peu partout. Alors l'avantage, c'est que ça peut se mettre dans des pays, notamment autour de la Méditerranée, il y a énormément de projets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle toujours du nucléaire qui serait en perte de vitesse. La puissance installée ne bouge pas trop. Le nombre de réacteurs maintenant est stabilisé. Mais il y a quand même 58 réacteurs en construction aujourd'hui dans le monde. En 2018, il y a 58 réacteurs en construction. 18 en Chine, 7 en Russie. Donc vous voyez, évidemment, c'est pas n'importe où. Mais il y en a un certain nombre dans pas mal de pays, y compris les Émirats Arabes Unis, il y a des projets en Égypte. Donc il y a une stabilisation de la puissance, ça se voit ici sur le schéma en bleu. Alors l'Union européenne a encore pas mal de nucléaire, on l'oublie souvent,
puisque si vous regardez la production d'électricité dans l'Union européenne, le nucléaire c'est encore un gros quart. Alors là c'est des chiffres en 2014, c'est un peu baissé. On a un quart nucléaire, un quart renouvelable, un quart solide, et puis le reste gaz naturel et un tout petit peu de pétrole. On fait quasiment plus d'électricité avec le pétrole. Depuis les chocs pétroliers, on est passé au gaz. Donc c'est assez équilibré, mais c'est évidemment très différent d'un pays à l'autre. Alors n'oublions pas que, si vous regardez ce graphique, si on ajoute le nombre de réacteurs en activité ou en construction au 1er juillet 2018, c'est donc récent, vous voyez que l'Union européenne est quand même le premier pays. On l'oublie souvent. On dit le nucléaire en Europe, c'est fini. Non, c'est faux. Il y a toujours la France, mais il y a encore d'autres pays européens, même l'Allemagne a encore des réacteurs. Et puis il y a l'Europe de l'Est. Et on construit encore des réacteurs dans l'Europe de l'Est. La Hongrie, la Slovaquie, encore des réacteurs nucléaires. Alors ensuite, vous avez les États-Unis, et puis le reste du monde. Alors la Chine à part. Alors la Chine, évidemment, en marginal, dire un nouveau réacteur, c'est relativement important. Alors si vous regardez maintenant par pays, le gros producteur numéro 1, évidemment, c'est les États-Unis. Le numéro 2, c'est la France. En pourcentage de l'électricité, comme vous le savez, c'est la France qui est numéro 1, puisqu'on a à peu près 75%. Bon, on veut réduire la part du nucléaire, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion, à 50% en 2035, mais ça, je dirais, pour l'instant, c'est un vœu que je qualifierais de politique. Alors, il y a beaucoup de constructions de réacteurs dans le monde. Alors, dans la région Méditerranée, il y a quand même des projets. À Abu Dhabi, il y a 4 réacteurs. En Arabie Saoudite, il y a des projets en Égypte, et puis il y a de nouveaux projets en Iran. Les Iraniens, ils ont pour l'instant un réacteur nucléaire qui a été construit au départ grâce aux Allemands, et ensuite aux Russes. Et ils ont actuellement 2 réacteurs qui sont en projet, début de construction avec les Russes. Donc, les Iraniens s'intéressent de près au nucléaire. Alors, certains disent qu'ils s'intéressent de trop près au nucléaire, puisque pour faire des réacteurs, pour faire de l'électricité, il suffit d'enrichir à 3 ou 4% l'uranium. Eux, ils enrichissaient au-delà. Donc, si vous enrichissez au-delà, c'est que c'est pour des applications militaires et non pas civiles, bien évidemment. Donc, c'est ça qu'ils leur auraient reproché. Ce qu'ils leur auraient reproché, c'est pas de faire des réacteurs nucléaires pour produire l'électricité. C'était de vouloir aller vers évidemment, les applications militaires. Alors, n'oublions pas que l'Iran, c'est quand même le 4e en termes de réserve, 4e pays en termes de réserve de pétrole. C'est relativement important. Et si vous regardez ce que l'Iran fait de son énergie, ben vous voyez qu'elle a besoin du gaz. Les 2 tiers de la production, de la consommation totale d'énergie en Iran, c'est le gaz naturel. Un petit tiers, c'est le pétrole. Le reste, c'est vraiment marginal. Donc, l'Iran, c'est un pays qui dépend complètement de son gaz. C'est pour ça qu'il voudrait pouvoir faire autre chose pour ne pas trop dépendre uniquement de ce gaz. Alors si vous regardez cette fois où l'Iran exporte-t-il son pétrole, ça c'est les exportations de pétrole en 2017, eh bien vous voyez c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Turquie, c'est le Japon, la Corée du Sud, un peu l'Italie, marginalement la France, les Émirats Arabes Unis et autres. Quand le président Trump dit « j'interdis d'importer du pétrole iranien », il le dit, puis il ajoute « mais je fais une exception pour la Chine, pour l'instant, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée et même l'Italie. » Donc vous voyez, pour l'instant, ça ne gêne pas trop l'Iran. Ça le gêne quand même un peu, parce que si vous regardez les exportations iraniennes, vous voyez qu'elles ont baissé quand même. Donc ça, c'est des millions de barils jour. Vous voyez que depuis la décision des sanctions américaines en mai 2018, on voit qu'il y a une baisse des exportations, parce qu'il y a eu une anticipation. Donc les pays qui importaient un peu plus tendent aujourd'hui, même s'ils continuent à importer un peu moins. Alors la question qui se pose, c'est qu'en sera-t-il demain? Est-ce que les sanctions vont être prorogées? Est-ce qu'elles vont être accentuées? Pour l'instant, je dirais, c'est le statu quo. Alors maintenant, il y a un élément qui me paraît aussi important, c'est de regarder une tension possible demain liée à l'énergie, mais qu'on sous-estime peut-être, dont on ne parle pas beaucoup. C'est le rôle de la Chine dans les infrastructures énergétiques en Europe. Alors on pourrait ajouter en Afrique, et notamment dans les pays africains du pourtour méditerranéen. La Chine est très présente dans le domaine énergétique. Alors, petit scénario de retour en arrière, la préoccupation aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est assez bien, je dirais, expliqué, ce n'est plus tellement
la baisse des réserves de pétrole et de gaz. Ce n'est pas l'épuisement des ressources fossiles. Certains disent, mais on ne va pas épuiser les ressources fossiles puisqu'on veut sortir des fossiles. Donc il faut éviter que le carbone qui est piégé dans le sol monte à la surface et vienne dans l'atmosphère. Donc on ne va pas épuiser les ressources. Il y a encore 20 ans, on disait, le grand problème, c'est l'épuisement des ressources de pétrole et de gaz. Aujourd'hui, ce n'est plus la situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des tensions. Mais la grande préoccupation, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Donc essayer de sortir des énergies fossiles. Alors si vous regardez par pays, par habitant et par pays qui émet le plus de CO2, plus c'est foncé, plus on émet du CO2. Alors parmi les effets de serre, évidemment, c'est le CO2 qui est le principal. Alors il faut tenir compte évidemment de la surface du pays, surtout de la température. C'est-à-dire que vous avez des pays où il fait froid, d'autres où il fait moins froid, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui interfèrent. La France est plutôt pas trop mal placée. Hein. Mais vous voyez que c'est bien sûr, les gros émetteurs, c'est la Chine, la Russie, l'Amérique du Nord. Alors, si maintenant on regarde sur l'année 2015, les chiffres, ben on s'aperçoit que le premier émetteur, vu sa population, c'est pas surprenant, c'est la Chine, suivi des États-Unis, bon, suivi du Japon. Alors après, vous avez la Russie, hein, l'Allemagne, la France n'apparaît pas. En fait, la France, c'est 1%. Donc nous sommes responsables de 1% des émissions à l'échelle mondiale. Bon, ça a un peu augmenté cette année, il faut être honnête, ça a un peu augmenté, ça a un peu augmenté partout d'ailleurs, mais même en France, ça a un peu augmenté. Alors, quand on regarde les prévisions pour le futur, on se dit, bah, ça ne va pas s'améliorer, parce que vous voyez là, si on regarde les courbes, on s'aperçoit que les rejets de gaz à effet de serre sont très importants, notamment en Asie. Évidemment, c'est de loin la pression démographique qui explique cela. Donc, l'augmentation de la population, mais aussi en Inde et en Chine, parce qu'on parle toujours de la Chine et pas assez de l'Inde, mais aussi évidemment l'élévation du niveau de vie. Les Européens ont fait des efforts. Il faut dire que ce n'était pas très vertueux, mais enfin, on a quand même fait des efforts. Si vous regardez les émissions de CO2 par habitant, vous voyez, tous les pays ont baissé. Alors, il y en a qui partaient de haut quand même. Hein. Si vous regardez l'Allemagne, avec le charbon, ils sont très hauts. La France est plutôt vertueuse, même si d'après 2014, l'Italie est passée devant nous, il semblerait qu'en 2017, les derniers chiffres montrent que la France est repassée devant l'Italie. Mais enfin bon, on fait course en tête parmi les vertueux avec l'Italie. C'est par habitant, hein, bien évidemment. Donc vous voyez, les Allemands, eux, sont évidemment beaucoup moins vertueux, mais ça, c'est la faute du charbon. Alors les Chinois, eux, ils ont pris conscience qu'il fallait quand même lutter contre le réchauffement climatique, et donc ils investissent énormément, mais c'est important pour la suite, ils investissent énormément dans les renouvelables, et en particulier dans le solaire. Les Chinois maîtrisent complètement la filière du photovoltaïque. Alors ça se voit ici. Si vous regardez en 2016, les 10 pays qui ont la capacité installée en photovoltaïque la plus élevée, c'est la Chine. Hein, si vous regardez, à gauche, c'est ce qui s'est passé en 2016, et à droite, c'est ce qui est cumulé. Alors les Chinois font la course en tête, et ça va continuer. Donc les Chinois, je dirais, ils ont joué la carte du photovoltaïque. Ça reste modeste parce qu'ils utilisent évidemment encore beaucoup de charbon, beaucoup de gaz et encore du pétrole, mais ils investissent énormément dans les renouvelables. Alors la France, elle, je fais juste un petit focus sur la France. Si vous regardez la consommation finale, ce n'est pas la consommation primaire, hein, pour les spécialistes, c'est la consommation finale. Quelle est la principale énergie utilisée en France? Ce sont les produits pétroliers, 45%. Suivi de l'électricité, 23%. Suivi du gaz, 20% à peu près. Et puis le reste. Donc ça veut dire que ce sont les produits pétroliers hein, qui sont encore le principal usage en matière d'énergie vendue sur le marché. Hein. Si vous regardez maintenant les secteurs qui consomment l'énergie, le premier secteur c'est résidentiel, tertiaire et bâtiment. Deuxième secteur c'est les transports. Donc si on veut réduire les émissions en France, ce n'est pas dans le secteur électrique. Notre électricité elle est décarbonée. C'est essentiellement dans les transports et dans le résidentiel. C'est les bâtiments. Il faut faire d'efficacité énergétique, et c'est bien sûr le transport. Ça explique, si vous voulez, que la France, pour être vertueuse, mais veut pénaliser. Pour pénaliser sur le plan économique, soit on met des normes, soit on aide avec des subventions, soit on pénalise avec des taxes. Ça vous explique la taxe carbone, bien évidemment. Alors si je regarde l'électricité, là, nous on est plutôt bon, puisque 72, 73, on est même monté à 76%. 72%, 73% de l'électricité française est d'origine nucléaire, 12% hydraulique, on a beaucoup d'hydraulique en France. Ça veut dire que si vous ajoutez le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, eh bien 93% de l'électricité française est décarbonée. On a une électricité décarbonée, ce qui n'est pas du tout le cas des Allemands, hein, par exemple, ou d'autres pays. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, ce graphique, là, je viens de terminer, montre bien à partir
de statistiques du Shift Project, montre bien que la courbe en bleu, c'est les émissions de CO2 par kilowattheure produit. Donc plus vous êtes en haut de la courbe, plus vous émettez. Et donc il y a une très bonne corrélation évidemment avec le charbon ou les énergies fossiles. Mais sur fossiles, c'est essentiellement du charbon. Alors vous voyez, ceux qui ont beaucoup de marron, c'est ceux qui font de l'électricité avec des fossiles. Alors c'est le cas de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de la Chine, etc. Et puis la France est avec la Norvège à gauche, c'est-à-dire que nous on a beaucoup d'électricité nucléaire, d'électricité hydraulique. Donc on émet peu de CO2 quand on fabrique de l'électricité. Voilà. Donc il y a une très bonne corrélation, ce qui n'est évidemment pas une surprise. Donc la France, comme vous le savez, a des réacteurs. La décision récente du président de la République, c'est qu'on va fermer un certain nombre de réacteurs. L'objectif, c'est plus 50% à l'horizon 2025, qui était complètement irréalisable. C'est 50% à l'horizon 2035, ce qui revient à fermer 14 réacteurs nucléaires sur les 58, y compris les 2 de Fessenheim. Alors est-ce qu'on les fermera? Ça, c'est une autre affaire. Le président de la République n'a pas parlé de faire de nouveaux EPR. Je crois qu'il a été prudent parce que vu le contexte, il ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu. Mais on peut espérer qu'on en fera parce que si on ne fait que fermer des réacteurs, ça veut dire que la France renonce au nucléaire. Ce qui, à mon avis, ce ne serait pas évidemment une bonne solution. Alors voilà, le programme du président de la République, c'est ça. Vous voyez, le thermique va baisser un peu, les renouvelables vont monter, donc 40% de renouvelables en 2030, 45% en 2035, 55% de nucléaire en 2030 et 50% de nucléaire en 2035. Donc voilà, ça c'est la feuille de route qui pour l'instant a la préférence du gouvernement actuel. Alors on voit que ce n'est pas du tout le cas dans les autres pays. La structure est très différente. Vous voyez, l'Allemagne, il y a beaucoup de vert, mais il y a aussi beaucoup de noir, c'est le charbon. Bon, la France, je l'ai dit, il y a beaucoup de nucléaire. Royaume-Uni, il y a du nucléaire, ils en refont d'ailleurs, c'est un des rares pays qui en refait. Et puis, il n'y a pas de nucléaire en Italie, par exemple. Hein. En Italie, c'est du gaz et c'est des renouvelables, un petit peu de charbon quand même. Donc la France a encore 4 centrales au charbon, mais on va les fermer, ça a été annoncé par le président de la République, on va les fermer sous peu. On est heureusement, grâce au nucléaire, exportateur net d'électricité, ça c'est important, hein, d'avoir ça en tête quand même. Ça vous permet d'ailleurs d'expliquer que quand vous achetez un kilowattheure nucléaire, eh bien ça coûte beaucoup moins cher en France qu'en Allemagne. Ça c'est un prix moyen, TTC. Vous payez en moyenne le kilowattheure nucléaire à peu près 16 à 17 centimes. Les Allemands, le même kilowattheure, ils le payent 29 centimes. Alors si vous regardez la décomposition du prix, 36% c'est le coût de production du kilowattheure, sortie centrale. 30% c'est le coût des réseaux, RTE, Enedis, les deux. À peu près 20% pour Enedis et 10% pour RTE. Transport 10%, distribution, ça coûte cher la distribution, c'est à peu près 1%. Et 34% sont des taxes. Là encore, il y a beaucoup de taxes. Oui, mais c'est des taxes qui, en partie, financent les renouvelables, parce que les renouvelables ne sont pas assez compétitives, elles ont besoin d'être subventionnées. Donc il faut que vous sachiez que les subventions renouvelables, c'est 5 milliards d'euros par an quand même. Hein. C'est important. Vous verrez qu'en Allemagne, c'est 25 milliards d'euros par an. Mais nous, c'est quand même 5 milliards. Et le président de la République l'a dit, ça va monter à 7 et 8. Si je vous pose la question, depuis 10 ans, quelles sont les taxes qui ont le plus monté entre les carburants, les boissons sucrées, l'électricité? La réponse, non, c'est l'électricité. Les carburants, 50%, 25% pour les boissons sucrées, électricité, 500%. Vous avez entendu, 500%. Et oui, les taxes se sont envolées. Alors vous allez me dire, mais je ne l'ai pas vu, pourquoi? Parce que le prix en rose, il a fortement chuté. C'est le prix de gros sur le marché de gros. Lui, il a chuté. Donc, si vous voulez, il y a eu un effet assez particulier sur le marché européen. Le prix spot de production sur le marché de gros a chuté et les taxes ont monté. La résultante fait que ça a monté. Mais ça n'a pas monté autant que les taxes ont monté. Parce qu'entre-temps, les autres facteurs ont baissé. Mais c'est intéressant à regarder. Les taxes sur l'électricité ont fortement monté. Elles auraient dû normalement monter en 2018. Bon, apparemment, vous y avez échappé pour l'instant. Donc, voilà, ça vous montre bien, si vous voulez, la structure du prix de l'électricité pour un consommateur français. Vous voyez la différence? En 2006, la part des taxes était 18%. Aujourd'hui, c'est 34%. La part des taxes a fortement monté. Hein, la part coût de production, ouais, passé de 46 à 36, hein, ou 48, je n'arrive pas, 40, je ne sais pas dire, c'est 43, à 36. Les réseaux, 39 à 30.
Donc on voit bien que les taxes, c'est un facteur. Mais les taxes, j'allais dire, c'est pour la bonne cause, c'est pour financer les renouvelables. Mais il faut savoir que quand on les finance, c'est par, en effet, des subventions qui ne sont pas négligeables, qui sont payées par vous et moi. C'est le consommateur qui paye ces subventions, c'est pas le contribuable, hein, c'est le consommateur. Alors, c'est le consommateur à travers la fameuse CSPE, contribution au service public de l'électricité, que vous avez sur votre facture d'électricité. Mais comme elle n'arrêtait pas de monter, le gouvernement a fait un swap. Il a dit, je bloque la CSPE. Je la bloque à 22,5 € par mégawattheure. Mais comme j'ai besoin de plus d'argent, je vais récupérer une partie de la TICPE, taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, c'est-à-dire sur les produits pétroliers, pour financer une partie des renouvelables. Ce qui vous explique, c'était la controverse politique, vous explique que sur les 33 milliards à peu près de TICPE que vous payez avec les produits pétroliers, c'est-à-dire à la fois l'essence, le fuel oil, etc., il y a 7 milliards qui vont, je dirais, à la transition énergétique. On a fait un swap. C'est moral d'une certaine façon, parce que ça veut dire que c'est les consommateurs de pétrole qui payent pour les renouvelables. Bon, ça se défend. Mais c'est pour éviter d'augmenter de façon continue la CSPE, parce que je vous ai dit qu'elle n'arrêtait pas d'augmenter. Donc on l'a bloqué en faisant un swap. Alors, la Cour des comptes, c'est pas moi qui l'invente, c'est la Cour des comptes qui montre bien que, vous voyez, ça c'est ce qu'on va payer pour aider les renouvelables. C'est la charge engagée par les contrats signés jusqu'à l'horizon 2044. Jusqu'à l'horizon 2044, vous voyez, ça va monter. Là, on est à 5, ça va monter à 7. Alors, le président de la République a dit on va même aider un peu plus, donc ça va monter à 8. Et après, ça va redescendre. Mais les renouvelables, pour l'instant, il faut encore les aider, même si les coûts baissent, justement, pour cette raison-là. Donc, les renouvelables, aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, la panacée. Tout le monde considère que c'est la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais alors, du coup, il y a un pays qui s'intéresse beaucoup, c'est la Chine. Parce que la Chine, au fond, un peu, avec sa politique de dumping, un petit peu accaparé tout le marché du photovoltaïque. Il y avait une industrie photovoltaïque au départ en Europe, il n'y en a plus. Vous allez dans l'éolien, c'est pas beaucoup mieux. Les Chinois ont fait du dumping, et nous on ne s'est pas protégés. On a donné les clés du photovoltaïque aux Chinois. Mais pour faire du photovoltaïque à grande échelle, il faut des batteries. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que l'Europe donne les clés de l'industrie des batteries aux Chinois. Parce que les Chinois, ils ont compris qu'il y a besoin de batteries. Parce que si vous voulez développer le véhicule électrique, si vous voulez développer le photovoltaïque à grande échelle, il faut évidemment à ce moment-là, je dirais, investir massivement, essayer d'avoir tout le marché. Alors ils ont un avantage, ils ont un marché énorme, le marché chinois est énorme. Donc si vous voulez, l'Europe est un petit peu, je dirais, en porte-à-faux dans cette situation parce que l'Europe est fragilisée. Nous avons un peu laisser les produits chinois nous envahir dans le secteur de l'énergie. Alors là, on le voit ici, en rouge, vous avez les pays où les Chinois ont investi. Ils ont beaucoup investi, les Chinois, en Europe, dans l'énergie. Alors ils ont notamment investi dans les réseaux électriques. Alors ils ont choisi l'Europe du Sud, dans le premier temps, ils ont investi, un petit peu en Angleterre aussi, mais ils ont investi au Portugal, en Grèce, en Italie. Les Portugais, ils ont pris des parties, ils contrôlent quasiment le réseau électrique italien, portugais. Ils ont investi dans la production d'électricité portugaise. Ils ont investi en Grèce. Ils ont investi dans les renouvelables un peu partout. Ils ont investi un peu dans le nucléaire aussi en Angleterre. Ils ont essayé d'investir en Allemagne, mais là ils se sont heurtés au gouvernement allemand. Ils ont essayé de prendre une participation dans un des grands réseaux de transport allemands, c'est 50 Hertz. Et le gouvernement allemand dit non. Ils ont essayé de faire la même chose en Flandre. Le gouvernement belge a dit non. Mais ils vont revenir à la charge. Les Chinois, ils cherchent à investir dans les réseaux électriques. Pourquoi les réseaux électriques? Parce que les réseaux électriques, vous avez tout le numérique qui va avec les réseaux électriques. Vous avez le photovoltaïque, vous avez le véhicule électrique, vous avez les batteries, et vous avez donc tous les services qui sont véhiculés à travers ce vecteur électrique. Donc c'est un investissement d'avenir. Et alors, ils ciblent pour l'instant l'Europe du Sud, qui a des problèmes financiers. Alors, les Portugais, ils avaient des gros problèmes financiers, donc ils ont un peu donné les clés aux Chinois. Alors, ici, c'est pas difficile à lire, mais ils ont investi partout dans les pays européens. Là, ça, c'est un article, moi j'avais d'ailleurs répondu aux journalistes du Monde, là, puisque c'est un article qu'il avait fait à ce moment-là. Ils ont investi beaucoup dans tous les pays européens, et notamment dans les pays en vert ici. C'est les pays avec lesquels ils ont fait un accord particulier. Les Chinois sont très intéressés par les pays de l'Europe de l'Est. Et là, ils investissent à la fois dans les réseaux et dans la production notamment de renouvelables.
Donc, si vous voulez, c'est un élément, je dirais, qu'il faut prendre en considération pour le futur. Quand vous regardez les investissements chinois, eh bien, les investissements chinois, par secteur, c'est la chimie, c'est l'énergie, c'est l'immobilier, c'est les mines. Et vous voyez que c'est relativement important dans l'énergie, et notamment dans les réseaux et dans les renouvelables. Alors, il y a même un projet de faire la nouvelle route de la soie électrique. La grande entreprise de transport d'électricité en Chine, la société s'appelle State Grid Corporation, c'est elle qui a pris des participations dans tous les pays européens. Il y en a une autre, ça s'appelle la Compagnie des Trois Gorges. La société State Grid Corporation, elle a 1,6 million d'employés, 300 milliards de chiffre d'affaires. Bon, évidemment, elle dessert 88% du territoire. C'est le plus grand gestionnaire de réseau au monde. Elle a pris des participations un peu partout. Elle est surtout très grande spécialiste de ce qu'on appelle le transport en ultra haute tension, c'est-à-dire au-delà de, nous c'est une 400 000 volts, au-delà de 1 million de volts, 1 million 100 volts. Et la Chine veut exporter cette technologie. Et donc cette société-là a un projet qui consiste à faire un réseau mondial, en disant on va interconnecter tous les pays mondiaux à travers un grand réseau dont on sera en quelque sorte le chef d'orchestre. Et donc il faut bien voir que ça, c'est un peu le cheval de Troie qui risque ensuite de nous faire dépendre de la technologie chinoise, y compris d'ailleurs la technologie nucléaire. Si nous, on a besoin de nucléaire et qu'on ne continue pas à en faire, on va importer du nucléaire chinois. Bon, ils font du nucléaire. Vous me direz que quand les Français ont francisé la filière Westinghouse, on a francisé une filière américaine. Donc les Chinois peuvent très bien faire une filière nucléaire qui fonctionne et qui puisse s'éparpiller un peu partout dans le monde. Alors, pour toutes ces nouvelles technologies, il faut des métaux stratégiques, il faut notamment ce qu'on appelle des terres rares. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les métaux rares, les métaux stratégiques et les terres rares. Les terres rares, c'est un sous-ensemble des métaux rares. Et les métaux rares, c'est un sous-ensemble des métaux stratégiques. Alors, je parle beaucoup des terres rares. Alors, quand on regarde quels sont les grands producteurs de terres rares, il y a un pays qui domine, c'est de loin la Chine. Alors, il faut quand même rester prudent parce que des terres rares, il y en a un peu partout dans le monde. Quand si les Chinois font de l'embargo, ils ont essayé de le faire à un moment donné à l'égard du Japon, à ce moment-là, les prix montent, et quand les prix montent, on cherche des terres rares ailleurs. Donc, si vous voulez, des terres rares, il y en a un peu partout. Mais enfin, les Chinois en ont beaucoup. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que ce sont des métaux stratégiques pour, évidemment, les iPhones, pour toutes ces nouvelles technologies de l'information. Alors, on le voit ici, la montée très importante de la Chine dans la production de ces terres rares. Alors, il y a un produit particulier dont on parle beaucoup, c'est le lithium. Alors, le lithium, heureusement, les Chinois sont très présents aujourd'hui. Ils ont beaucoup de réserves, mais ils n'ont pas nécessairement beaucoup de ressources. Les plus gros, parce que ressources et réserves, c'est deux choses différentes. Les réserves, c'est ce que dirait le géologue. Voilà ce qu'on a. Les réserves, les ressources, pardon, c'est le point de vue du géologue. Voilà ce qui existe sur le plan géologique. Les réserves, ce sont les ressources qui sont économiquement rentables, c'est-à-dire celles qu'on sait aller chercher et qu'on sait vendre au prix actuel. Bon. Donc les réserves, c'est un sous-ensemble des ressources. Donc suivant qu'on raisonne en ressources ou en réserve, ce n'est pas la même chose. Si on raisonne en ressources exploitables, c'est-à-dire en réserve, 55% du lithium, c'est détenu par le Chili. Alors il y a d'autres pays qui ont beaucoup de ressources, c'est la Bolivie, le Chili bien sûr, et l'Argentine. Alors si on raisonne en réserve, les Chinois, en lithium, ont les deuxièmes réserves, avec 26% à peu près des réserves de lithium. Donc, ils peuvent, je dirais, de ce point de vue, maîtriser les technologies. C'est important. Alors, je termine en disant la chose suivante. Demain, quels sont les opérateurs qui auront le plus d'importance ? Bien, c'est probablement les opérateurs qui font du numérique. Parce que le vecteur électricité, c'est un très bon vecteur pour les applications du numérique. Et notamment, c'est le cas du véhicule électrique avec le véhicule autonome, c'est le cas de toutes ces technologies. Et donc, on voit bien aujourd'hui que les grands opérateurs du numérique s'intéressent à l'électricité. Tout le monde s'intéresse à l'électricité. Les pétroliers, parce qu'ils savent qu'un jour, il faudra sortir du pétrole, donc Total investit dans l'électricité. Ils deviennent même un concurrent d'EDF. Ils vous vendent de l'électricité. Si vous voulez acheter votre électricité à Total, c'est possible. Donc, mais les autres, et ceux qui sont très présents aux États-Unis notamment, c'est les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple. Eux, ils s'intéressent à l'électricité. Amazon vend déjà de l'électricité aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que l'électricité, c'est un véhicule, c'est un vecteur pour les applications numériques. Parce que
toutes les applications numériques de demain, elles vont utiliser l'électricité, bien évidemment, que ce soit le véhicule électrique, les technologies de l'information, etc., etc. Alors, c'est pour ça, si vous voulez, que ce graphique est intéressant, parce qu'il montre, je ne sais pas, l'électricité, il montre que, si vous regardez la situation en 2006 par rapport à 2016, si je prends, alors c'est la capitalisation boursière. Capitalisation boursière, c'est la valeur en bourse des opérateurs. Regardez 2006. Quels étaient les grands opérateurs mondiaux? Premier opérateur, ça ne vous surprend pas, ExxonMobil, General Electric, Gazprom, bon, russe, Microsoft, Citigroup, il y a des banques, il y a encore des pétroliers, Royal Dutch, la British Petroleum, PetroChina, encore une banque, HSBC. Maintenant, si vous regardez 2016, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, quels sont les premiers opérateurs? C'est Apple, Alphabet, pareil, Microsoft. Exxon ne vient qu'en 5e position. Et ensuite, vous n'avez plus de pétroliers. Vous avez Amazon, etc., qui d'ailleurs a une capitalisation boursière qui s'est envolée ces derniers mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, les grands opérateurs qui vont compter, ce sont les opérateurs du numérique. Parce que eux, à travers le numérique, ils vont pouvoir, en quelque sorte, gérer à la fois l'électricité et toutes les applications liées au service. Parce que le numérique, c'est un moyen de rendre des services. L'électricité, donc, c'est le vecteur de demain. Aujourd'hui, toutes les applications, de plus en plus, seront des applications électriques, soit centralisées, soit décentralisées. Alors, je dirais pour conclure, qu'est-ce qui me paraît important? La première chose, c'est de rappeler que le pétrole et le gaz sont encore des énergies incontournables, qui ont encore de l'importance pour l'Europe, sur le plan stratégique, beaucoup moins pour les États-Unis. Indiscutablement, c'est vrai. Les Chinois, par contre, s'y intéressent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, pendant longtemps, celui qui faisait la règle du jeu dans la région Méditerranée, dans ce domaine, c'était les États-Unis. L'arbitre, c'était un peu les États-Unis. Le gendarme, c'était les États-Unis. Alors demain, le gendarme, c'est qui? C'est la Russie ou c'est la Chine? Bonne question. Certains disent la Russie s'y intéresse de plus en plus, mais la Chine aussi. Deuxième question, l'implantation de réacteurs nucléaires, eh bien, elle se fait aussi dans la région du Proche-Orient, parce qu'il y a de nouvelles technologies nucléaires de réacteurs plus petits. Alors, est-ce que c'est un facteur de progrès? Oui, ça peut être un facteur de progrès, voire un facteur de paix, de coopération. Certains disent que ça peut aussi être un facteur de tension. Parce que si un pays veut des réacteurs, le pays d'à côté voudra également de ces réacteurs. Et aujourd'hui, beaucoup de pays s'intéressent au nucléaire. On a un peu le sentiment que dans l'Europe occidentale, on veut sortir du nucléaire. Ce n'est pas du tout la situation au Proche et Moyen-Orient. Il faut également anticiper les nouvelles menaces liées aux investissements de la Chine partout en Europe. L'Europe a ouvert un petit peu grand les fenêtres. Je dirais l'Europe va un peu en ordre dispersé. Il faut bien reconnaître que les Chinois savent parfaitement en profiter dans ce domaine. Et on n'est peut-être pas assez vigilant. On risque demain de s'en mordre les doigts. Alors, bien sûr, les divergences entre pays européens ne facilitent pas la coopération, dans la mesure où il n'y a pas de politique énergétique européenne et les choix énergétiques sont assez différents d'un pays à l'autre. C'est notamment le cas entre la France et l'Allemagne. Bon, moi, je suis très favorable à l'option nucléaire. Je crois qu'il est important que la France maintienne l'option nucléaire, parce que si on sort davantage du nucléaire, j'ai peur que la décision qui a été prise, anticipée, annonce un peu une sortie progressive. Je crois que si on sort du nucléaire, ça veut dire que pendant ce temps-là, tous les autres grands pays en font. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est même le cas de l'Inde. Et donc, il est important qu'on reste dans la course. J'espère que, de ce point de vue, le gouvernement français, je dirais, ne changera pas son point de vue. Et puis, il y a peut-être un facteur de tension dont je ne vais pas parler, mais parce que je ne peux pas parler de tout, c'est un peu aussi lié à l'énergie, parce que quand on ne trouve pas d'énergie chez soi, on va chez les autres. C'est évidemment les tensions qui peuvent apparaître suite à ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique climatique qui est suivie risque de poser ce problème demain à très grande échelle, et particulièrement en Europe. Je vous remercie. Il y a un micro qui doit circuler. S'il y a des questions, allons-y.
Bonjour monsieur, capitaine de vaisseau Labo. J'ai deux questions à vous poser. La première, vous n'avez pas du tout évoqué la fusion nucléaire comme perspective, alors c'est peut-être prématuré, je ne sais pas. Et la deuxième, la France se vante d'avoir la deuxième zone économique exclusive du monde, donc avec des potentialités en termes d'énergie, en termes de métaux rares. Qu'en est-il exactement selon vous? Alors sur le premier point, c'est vrai que la fusion pour l'instant, c'est vraiment à titre expérimental. C'est de la recherche fondamentale, c'est le projet ITER. Bon, il se trouve qu'il est en France. Celui qui s'occupe d'ITER actuellement, c'est l'ancien patron du CEA. Hein. C'est quelqu'un qui croit beaucoup à ITER. Hein. Mais c'est de la recherche fondamentale. La fusion, je dirais, personne ne croit réellement, enfin dans l'état actuel des connaissances, ne croit réellement que ça peut arriver avant 30 ou 40 ans. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des accélérations. Ceci étant, il faut résoudre des problèmes de physique fondamentale pour la fusion. Parce qu'il n'y a aucun matériau qui résiste aux grandes températures qu'on obtient. Donc il faut trouver des systèmes, et surtout la fusion. On sait faire une fusion pour une durée courte. Le problème, c'est de pouvoir maîtriser cette fusion sur longue période. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on investit dans la fusion. Bon, tous les pays s'y mettent, parce qu'à ITER, vous avez tous les pays, beaucoup de pays du monde, les grands pays industrialisés sont présents. Certains disent d'ailleurs vous avez mis de l'argent sur troisième génération ou quatrième génération plutôt que sur... mais je crois que c'est de la recherche fondamentale. Je crois que ça vaut la peine d'y aller, si vous voulez. Simplement, Bernard Bigot, lui, croit que ça peut venir assez vite. Hein. Mais beaucoup de spécialistes pensent que c'est nettement plus tard. Alors maintenant, pour la zone maritime française, c'est vrai que la France, par... je dirais, les pays sous sa souveraineté, a un potentiel. Alors c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai ailleurs. Là, il y a des métaux rares. Les métaux rares, si vous voulez, on dit métaux rares. En fait, les métaux rares, ils sont rares parce que quand on exploite un métal, la quantité de métal rare est modeste par rapport au reste. C'est pour ça qu'on les appelle des métaux rares. Donc, si vous voulez, si on en cherche et qu'on y met le prix, on en trouve. C'est ça que je veux dire. Simplement, la question ensuite, c'est quel est le coût d'accès à ces métaux rares. Donc, plus c'est profond, plus c'est coûteux. Alors certains disent, vous avez les nodules au fond des mers, là il y a un potentiel énorme. Mais pour l'instant, ça fait partie aussi des hypothèses un petit peu, je dirais, sur la comète. Hein. Alors la France a en effet un potentiel de certains métaux rares. Hein, mais les métaux rares importants aujourd'hui, les pays les plus importants, la France n'en fait pas partie. C'est beaucoup de pays d'Amérique latine, la Chine, probablement la Russie. Et puis, il faut bien être honnête, il y a des pays dont on ne connaît pas les ressources. Et notamment, c'est le cas de l'Afrique. Et donc, cela peut expliquer aussi que la Chine investisse beaucoup en Afrique parce qu'elle anticipe qu'il y a un potentiel de métaux rares. Alors, par exemple, il y a d'autres produits qui ne sont pas des terres rares ou pas des métaux rares, mais qui sont des métaux qui peuvent devenir, c'est le cobalt. Et il y a un pays qui domine le marché du cobalt, c'est le Congo. Et ça, on a besoin du cobalt. Donc, si vous voulez, là, vous avez des stratégies d'accès à ces matériaux qui sont des matériaux stratégiques. Alors, la France n'est pas le plus mal placée, si vous voulez, mais on sera en concurrence avec beaucoup de pays. Alors, ceci étant, il y a le progrès technique. Hein. On peut, avec le progrès technique, aller chercher dans des domaines plus compliqués d'accès, mais c'est coûteux. C'est une question de prix. Hein. Bonsoir, William Ledet, ancien conseiller parlementaire, enseignant à Sciences Po Paris. Merci pour ce point extrêmement complet. Moi, ma question porte sur les composantes de la puissance russe, une puissance qui a adossé un modèle économique qui la rapproche plus de l'Arabie Saoudite et d'autres économies très dépendantes des exportations d'énergie. Quelle est la capacité de la Russie à pérenniser ce modèle quand on sait ses faiblesses en termes d'investissement, la fuite des capitaux, etc. Merci. Oui, alors la Russie a une stratégie d'exportation de matières premières parce qu'elle a besoin de ressources financières. Alors on dit l'économie russe, elle est fragile, c'est un colosse au pied d'argile. Oui, mais enfin, il y a quand même un potentiel énorme, si vous voulez, de ressources, y compris internes. Alors, il y a probablement un problème de gouvernance, d'organisation des entreprises, mais je prendrai un seul exemple. Je ne connais pas tous les exemples de la Russie, mais dans le domaine du nucléaire, Rosatom est une excellente compagnie. Aujourd'hui, quelle est la première compagnie nucléaire au monde qui exporte le plus de réacteurs? C'est Rosatom. Et les réacteurs de Rosatom, ils sont très fiables. On n'est plus du temps de Tchernobyl, c'est pas du tout le même type de réacteur, c'est des réacteurs extrêmement fiables. Alors peut-être moins sophistiqués que certains réacteurs
franco-américains ou autres, mais c'est des réacteurs relativement fiables. Ils en exportent un peu partout. Et donc, je pense qu'il y a un potentiel à la fois humain, de recherche, de compétences en Russie qui me paraît important. Donc, je voulais comparer la Russie à l'Arabie Saoudite. Il y a peut-être une stratégie commune en matière d'exportation pour avoir intérêt à avoir une augmentation du prix du pétrole pour faire entrer des recettes, mais je pense que l'économie russe, c'est une économie beaucoup plus structurée que l'économie d'Arabie Saoudite. Oui, bonjour, Christian Castagnel, je suis aussi collaborateur parlementaire au Sénat. Je voulais vous interroger sur les structures de prix des différentes sources d'hydrocarbures, parce que par exemple, quand on regarde notamment la Russie, donc effectivement, l'État russe, ce n'est pas Gazprom, même si l'État russe est propriétaire de Gazprom, mais en termes de structure du prix, quand on extrait du pétrole ou du gaz, qu'est-ce qui va obliger l'État russe, qu'est-ce qui va effectivement l'opérateur? De la même façon, quand on fait des pipelines, qui finance les pipelines, qui est propriétaire des pipelines? Quand on est à l'Arabie Saoudite, quelle est la structure de prix qui va dans le budget de l'Arabie Saoudite? Quand on est à Chypre, Chypre n'ayant pas les moyens de l'extraction, on fait appel à des appels d'offres pour faire l'extraction. Donc moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de voir quand est-ce que l'énergie, dans son extraction, devient rentable ou pas, pour voir effectivement, quand on est en offshore, c'est moins cher que de l'offshore. Donc moi, là où je me perds un petit peu, c'est effectivement, on extrait, mais en termes de marge différentielle, quand est-ce qu'on gagne des sous, quand est-ce qu'on fait ça pour autre chose? Alors, malheureusement, dans le cas de la Russie, c'est vrai aussi sur l'Arabie Saoudite, encore c'est un peu moins vrai l'Arabie Saoudite, c'est qu'il y a des intervenants étrangers donc qui peuvent donner des informations, c'est que la structure des coûts n'est pas très connue, que ce qui est publié n'est pas très fiable. Hein, donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses internes. Bon, ceci étant, il ne faut pas faire d'illusion. Budget russe et budget Gazprom, etc., je dirais, il y a vraiment des passerelles importantes. Hein, bon, donc, on va dire l'homme fort, c'est le patron de Gazprom, de Rosneft. En fait, on s'aperçoit que le politique, si vous voulez, contrôle parfaitement tout ça. Alors, on n'a pas toujours une information très fiable sur les coûts. On a des informations à travers les publications de l'AIE, de l'OCDE, sur des estimations. On sait par exemple, ça doit coûter tant dans tel endroit en Russie, mais je crois que c'est très difficile d'avoir une très bonne information. Simplement, le système russe fait qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, les entreprises d'État et le budget de l'État, je dirais, les passerelles sont très importantes. Hein. Maintenant, il y a quand même une logique économique. Hein. Quand les Russes exportent du pétrole à $70, ils gagnent encore une marge importante, parce que les coûts d'accès au pétrole en Russie, les coûts d'accès au gaz sont très très bas. Alors moi, j'avais regardé, par exemple, parce qu'une des positions du président américain, c'est de dire n'importez pas autant de gaz russe, moi je vais vous exporter du gaz. Hein. Mais c'est du gaz exporté pas par un tuyau, par GNL, donc il faut le liquéfier. Bon, et ça coûte cher. Hein. Ce qui coûte cher, c'est de liquéfier le gaz, de le transporter par bateau, ensuite le regasifier, ça coûte pas trop cher. Mais en regardant bien les statistiques dont on disposait, il n'y a pas photo, les coûts d'accès au gaz en Russie sont beaucoup plus bas que le prix de revient du gaz américain rendu dans les ports européens. Si vous voulez. Donc dans l'état actuel des choses, le gaz américain, si on respecte une logique économique, n'est pas en mesure de concurrencer le gaz russe. Alors, est-ce que le gaz russe a été toujours vendu à son coût? Pendant longtemps, du temps de l'Union soviétique, moi à l'époque, j'avais regardé ça de près, puisque je suis dans une commission qui regardait ça. Tout ça, c'était, je dirais, des prix internes, et les Russes, ils ont financé par le budget de l'État les grands gazoducs. Si vous voulez, un opérateur international n'aurait pas financé tous ces oléoducs et gazoducs aussi facilement. Mais comme c'était une volonté politique, ils l'ont fait, et ils ne l'ont pas fait nécessairement avec des coûts qui étaient les bons coûts. Bon, ça a été subventionné. On en a profité d'ailleurs. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins vrai, parce qu'il y a une logique de marché qui s'impose, mais ils ont encore beaucoup de marge. Les coûts d'accès à l'énergie en Russie restent très bas. Ceci étant, ça s'explique aussi par le fait que le coût de la main-d'œuvre est bas, etc. Il y a plusieurs facteurs qui interfèrent. Mais les coûts d'accès sont bas. La Russie a énormément de ressources. J'ai une question. Oui, pardon. Je peux traiter Pardon. Je vais changer 2 secondes. Merci. Oui, il y a un sujet qui nous concerne lorsqu'on parle de la sécurité du pays et de l'énergie, c'est bien sûr le pétrole, le Golfe, et l'islam radical et sa diffusion
cette diffusion dans les pays musulmans, souvent financée à partir de l'argent du pétrole. En tout cas, c'était cette partie de l'équation. On a bien vu que dans vos courbes que le prix du pétrole baissait, et donc les revenus de ces pays baissent. Est-ce que, à votre avis, c'est une tendance structurelle liée au gaz de schiste et une espèce de bulle, en quelque sorte, temporaire, et donc le fait que les Américains n'importent plus, les prix ont baissé? Et dans ces cas-là, ça voudrait dire structurellement qu'il y a moins de financement pour les mouvements terroristes et les écoles coraniques radicales, ou est-ce que c'est une fenêtre d'opportunité qu'il faut savoir saisir, parce que tôt ou tard, à cause de la raréfaction, le coût va remonter. Et dans ces cas-là, ça veut dire que le pire est à venir. Alors c'est une question difficile, parce que si vous me demandez quel est le prix du pétrole dans 2 ans, je prends un joker, je ne suis pas capable de répondre, je ne prendrai pas le risque. Mais alors la tendance, il y a quand même... Alors d'abord c'est vrai que vous avez des pays qui utilisent les recettes pétrolières pour financer des mouvements, y compris d'ailleurs parmi des pays qui sont nos amis très proches. Hein. On a eu des cas, on fait des affaires en gaz ou autre avec certains pays dont on sait que, je dirais par ailleurs, ils soutiennent certains mouvements. Hein. Bon, donc là aussi c'est un peu schizophrène. Hein. Et alors eux ils le sont, nous on l'est un peu parce qu'on fait semblant de ne pas voir. Mais c'est la réalité. Alors maintenant, est-ce que aujourd'hui le prix du pétrole a chuté, je vous dis à peu près à 60, je pense que ce que recherche, on a bien vu la décision de l'OPEP, ce que recherche l'OPEP, alors l'OPEP élargi, puisque maintenant c'est l'OPEP+, c'est-à-dire c'est l'OPEP, les 15 ou 14 pays de l'OPEP plus 10 pays, dont la Russie. Et donc l'objectif c'est d'être aux alentours de 70-80 $ le baril, c'est un peu ça l'objectif. Pourquoi 70-80 ? Parce que c'est un peu le prix auquel l'Arabie Saoudite équilibre son budget, dans l'état actuel des informations. Donc je ne crois pas que le prix, il est resté longtemps très très bas. Hein. Mais personne n'a intérêt à un prix du pétrole trop bas. Parce que quand le prix du pétrole baisse trop, on arrête l'exploration. Comme on arrête l'exploration, au bout d'un moment, on manque de pétrole, les prix remontent. Donc on a intérêt à ce que le prix n'augmente pas trop, parce qu'à ce moment-là, on cherche du pétrole partout, la demande baisse et on est en excédent, vous avez un phénomène cyclique. Donc il y a un équilibre probablement aux alentours de 80 $ le baril dans l'état actuel des choses pour les mois qui viennent. Ça veut dire des ressources relativement importantes quand même pour tous ces pays, parce que le coût d'accès est très bas dans certains pays, hein. Notamment dans les pays du Golfe, le coût d'accès est très bas. C'est vrai pour le Koweït, c'est vrai pour alors l'Irak, bien sûr, l'Irak, c'est vrai pour l'Irak, c'est vrai surtout pour l'Arabie Saoudite. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir de nouveau un choc pétrolier? Est-ce que les prix peuvent s'envoler? Beaucoup de gens pensent que la demande de pétrole ne devrait pas s'envoler dans la mesure où on passe quand même à des substituts. Et il y a aussi du progrès technique qui fait qu'il y a de plus en plus d'efficacité énergétique. Bon, on passe au gaz plutôt qu'au pétrole pour la production d'électricité. Et si on passe aux véhicules électriques en grande partie, ça peut changer la donne. Les pétroliers l'anticipent. Hein. Les pétroliers se disent on n'a pas intérêt à faire monter trop les prix, ça va accélérer le passage aux véhicules électriques. La moitié des véhicules neufs l'année dernière en Norvège, ce sont des véhicules électriques ou hybrides. Alors vous allez dire, la Norvège, c'est 5,5 millions d'habitants, pays très riche, ils peuvent se payer des véhicules électriques. Bon, c'est vrai que c'est pas vrai partout. Mais enfin, ça montre bien que le véhicule électrique peut pénétrer plus vite que prévu. Alors il y a d'autres contraintes, mais... Donc les pétroliers se disent qu'il ne faut quand même peut-être pas charger trop la barque, parce qu'à ce moment-là, on accélère le passage aux véhicules hybrides et ensuite aux véhicules électriques. Ceci étant, tous les pays ont intérêt à ce que le prix du pétrole, enfin tous les pays exportateurs ont intérêt à ce que le prix du pétrole ne soit pas trop bas. Je ne crois pas à une chute des prix, parce qu'au fond, la chute des prix, c'est pas bon si vous voulez faire des économies d'énergie, c'est pas bon si vous cherchez du pétrole, c'est pas bon si vous cherchez des substituts, parce que ça ne les rentabilise pas. Donc, à part le consommateur d'essence, personne n'a vraiment intérêt à la chute du prix du pétrole. Et même le consommateur d'essence, il n'a pas intérêt, parce que l'État en profite pour augmenter les taxes. Donc, finalement, il vaut mieux un prix du pétrole qui ne soit pas trop bas. Alors, il faut éviter le choc. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait provoquer un choc? Alors ça, c'est autre chose. C'est, imaginons, évidemment, une tension politique très forte au Proche-Orient. Ça, c'est toujours possible. Mais il y a un peu deux gendarmes sur le marché international du pétrole. Le premier gendarme, c'est les États-Unis, parce que les États-Unis peuvent augmenter encore leur production de pétrole. Ils sont à 11 millions de barils le jour, ils peuvent monter à 12. Et le deuxième gendarme, c'est le charbon. C'est-à-dire que si le prix du pétrole monte trop, eh bien, on passera pour certains usages, retour au charbon. Donc il y a un peu, je dirais, une tendance à dire que ça ne peut pas monter trop. On n'a pas intérêt à ce que ça monte trop. Et les producteurs, exportateurs eux-mêmes n'ont pas intérêt à trop monter le prix du pétrole. Ceci étant, 60, à mon avis, c'est pas assez. Donc là, il est à 60. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas laisser encore.
je le verrais plutôt remonter un peu. Et je pense que le prix d'équilibre aujourd'hui, c'est 80 $, c'est bien. C'est pas excessif pour le consommateur, c'est bien pour l'exportateur. C'est un peu ma réponse, mais je suis prudent parce que, je ne sais pas si je reviendrai l'année prochaine, mais si le prix du pétrole est à 120, vous me direz, vous nous avez raconté des histoires. Oui, bonsoir, je suis Colin Besançon de l'Armée de l'Air. J'avais une question et vous avez en partie apporté une réponse sur l'augmentation des véhicules électriques et des moyens hybrides en Europe. Alors, ça risque d'être localisé, lié peut-être à une évolution des mentalités en Europe avec une prise de conscience plus flagrante sur l'impact sur notre environnement. Donc si on augmente le besoin en véhicules électriques, on va devoir augmenter le besoin en électricité, de fait. Et est-ce qu'on doit s'attendre du coup à une augmentation du prix de l'électricité en Europe, et notamment en France, qui est plutôt bien placée de ce côté-là? Merci. Alors, en effet, c'est une question... Alors, on a tendance à dire, si vous augmentez le nombre de véhicules électriques, vous allez avoir besoin de beaucoup d'électricité, donc il ne faut surtout pas réduire la part du nucléaire. Voilà, c'est ça un peu... Bon. Alors, réponse, les études qui ont été menées au niveau du ministère, notamment la DGEC, montrent que, en fait, et RTE surtout, ils ont fait beaucoup d'études là-dessus, RTE, ils montrent que si vous mettez 15 millions de véhicules électriques en France, c'est, sauf erreur de ma part, 37 TWh de plus par an. Alors 37 TWh, ça parle peut-être pas beaucoup. Nous, notre consommation, c'est 480 TWh. On produit à peu près 550 TWh, on en exporte une partie. Donc on est à peu près aux alentours de 480. Donc 37 sur 480, si vous voulez, on n'est même pas à 10%. Donc 15 millions de véhicules électriques, c'est beaucoup déjà. Hein. Donc si vous voulez, ce n'est pas l'énergie en plus qui va poser problème. Ce qui va poser problème, c'est la puissance. L'électricité, c'est un produit très particulier. L'électricité, c'est une puissance par une durée. Donc, 1 kW par une durée, ça donne 1 kWh. Mais le problème de l'électricien, c'est pas le kilowattheure. Le problème de l'électricien, c'est de passer la pointe, c'est la puissance. Donc, vos véhicules électriques, vos 15 millions de véhicules électriques, s'ils se rechargent tous à 19 heures en même temps, alors là, vous avez un problème. Parce que là, vous êtes obligé d'augmenter très fortement la puissance installée en France. Donc, si vous voulez, la contrainte, elle n'est pas au niveau de la quantité d'électricité consommée. Éventuellement, on peut en stocker une partie pour la remettre sur le réseau ensuite. La contrainte, elle est au niveau de la puissance disponible pour recharger les véhicules au moment où on en a besoin. Donc, il faut, parallèlement à ça, mettre en place tout un dispositif, soit réglementaire, soit incitatif, pour que tout le monde ne recharge pas la puissance en même temps. Parce que là, vous avez un problème. Si vous multipliez, prenez une puissance de 3 kW par 30 millions de véhicules, il y a 30 millions de véhicules en France, vous êtes à 90 gigawatts. C'est la puissance maximale française. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de doubler la puissance française. Donc là, il y a un problème. Donc le problème du véhicule électrique, encore une fois, c'est bien la puissance, c'est pas l'énergie. Mais ça augmentera les besoins, c'est pour ça que je pense qu'il faut être prudent quand même. Le véhicule électrique peut se développer plus vite que prévu. Hein, on voit, il y a des pays où ça va assez vite. À mon avis, le goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est les bornes. Il faut qu'il y ait des bornes de recharge un peu partout, les bornes rapides notamment. Bon, il y a d'autres choses qui interfèrent, hein, mais... les Chinois, alors vous savez, les Chinois, ils ont des ambitions invraisemblables dans le véhicule électrique. Mais ça s'explique parce que leur gros problème en Chine, celui de se promener dans les grandes villes chinoises, c'est la pollution. On dit que les Chinois s'intéressent au réchauffement climatique. Pas du tout, ils s'intéressent à la pollution, c'est pas la même chose. La préoccupation des Chinois, c'est la pollution dans les villes, c'est devenu insupportable. Donc, il faut lutter contre cette pollution. La principale raison de la pollution, c'est les véhicules qui fonctionnent à l'essence. Donc passer aux véhicules électriques, c'est une solution, et du même coup, ça va dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc les Chinois ont un projet extrêmement ambitieux dans le domaine des véhicules électriques. C'est pour ça que je dis qu'il faut que l'Europe soit très vigilante, il ne faut surtout pas... On a déjà laissé les Chinois faire le photovoltaïque, il ne faut pas qu'on les laisse faire les batteries, qu'on les laisse faire les véhicules électriques. L'Europe avait un avantage comparatif sur l'Amérique et sur la Chine pour les véhicules thermiques. Pour le véhicule électrique, ce n'est pas le cas. C'est la Chine qui a l'avantage et un peu les États-Unis. On le voit bien. Nous, on fait la course, on essaye de suivre, mais on n'a plus l'avantage qu'on avait. Les véhicules thermiques européens étaient d'excellente qualité. Alors, on parlait des véhicules français, véhicules allemands en particulier, mais c'est plus vrai pour les véhicules électriques. Dans l'état actuel des choses. Hein. Maintenant, je suis prudent, je ne sais pas ce que sera la situation demain. Mais il faut faire attention là de ne pas complètement, je dirais, laisser les Chinois. Et l'Europe, le gros problème de l'Europe, c'est qu'elle va souvent en ordre dispersé. C'est ça un peu le problème. On réagit en ordre dispersé. L'évolution des coûts. Pardon ? L'évolution des coûts de l'électricité
Alors, oui, alors du coup, écoutez, l'électricité française, à mon avis, si l'électricité, son prix doit monter, alors le coût du nucléaire, bon, il monte, le PR, on veut bien, c'est plus cher, il y aura des contraintes de sûreté, ça va dépendre des contraintes de sûreté pour le nucléaire, bon, mais on maîtrise quand même assez bien la technologie. On fait de l'électricité avec du gaz, donc le prix du gaz va avoir un impact, parce que le marché de l'électricité, il est européen, si vous voulez. Donc, un des déterminants du prix de l'électricité, si vous voulez, l'électricité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 tiers. Un tiers coût de production, un tiers réseau, un tiers taxe. Donc, le coût de production, on voit sur le marché, il risque de monter si le prix du gaz monte. Alors, on ne fait pas d'électricité avec le pétrole. Par contre, quand le prix du pétrole monte, le prix du gaz monte. Donc, le prix de l'électricité faite avec du gaz monte. Hein? Donc, le prix du pétrole est important pour le prix de l'électricité. Non pas parce qu'on en fait directement avec, mais parce que on fait de l'électricité avec du gaz. Et le prix du gaz dépend du prix du pétrole. Alors maintenant, alors ce qui peut faire monter le prix de l'électricité, ça en revanche, c'est le prix du carbone sur le marché ETS. Il existe un marché du carbone en Europe. Nous, on parle de la taxe. On a beaucoup parlé de la taxe carbone payée sur les produits pétroliers. Mais les électriciens, eux, ils sont soumis à un autre système. Ils sont soumis au système du marché des quotas. Sur ce marché des quotas, on échange des quotas de CO2. La tonne de CO2 se vendait à un prix très bas. 5 à 7 euros la tonne de CO2. C'est monté à 23 il y a 3-4 mois. C'est redescendu à 17. Normalement, ça devrait remonter parce que la Commission européenne est en train de mettre en place une réforme de ce marché pour faire monter le prix du carbone. Donc, qu'est-ce qui peut faire monter demain le prix de l'électricité ? 1. L'augmentation du prix du CO2 sur le marché ETS, le marché des quotas en Europe. 2. Si le prix du gaz monte, donc si le prix du pétrole monte. 3, si la sûreté nucléaire devient de plus en plus coûteuse, mais ça, à mon avis, j'y crois pas trop, parce qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts et je vois pas très bien l'impact que ça pourrait avoir. Est-ce que le coût des réseaux va monter ? Il peut plutôt monter un peu, parce que les réseaux, il faut les entretenir, il faut aussi les développer, les renouveler, donc ça peut monter un peu. Le risque, c'est de faire monter les taxes. Bon, alors donc si vous voulez, si le gouvernement veut en profiter pour faire monter les taxes, alors pourquoi les taxes vont monter ? C'est pour aider les renouvelables. Alors certains disent, oui, mais c'est temporaire, parce que demain, les renouvelables seront rentables sans aide. Par conséquent, les taxes qui aident les renouvelables vont baisser. La fameuse CSPE, qui sert encore en partie pour les renouvelables ou pour d'autres missions de service public, cette CSPE devrait logiquement baisser. Bon, donc si vous voulez, il y a plusieurs facteurs qui interfèrent. Ceci étant, donc je ne crois pas à une baisse du prix de l'électricité, comme on l'a connu dans le passé, parce qu'on a connu toute une période où le prix de l'électricité n'arrêtait pas de chuter en France. EDF disait, j'ai fait les centrales nucléaires, on a payé pour le nucléaire, maintenant les Français en profitent, le coût de l'électricité est baissé chaque année. C'est fini, parce que maintenant, il y a le prix européen, là on ne le maîtrise pas, il y a le coût des réseaux, et il y a les taxes, et il y a le prix du CO2, donc je crois plutôt que le prix de l'électricité va plutôt avoir tendance à monter. Voilà. Mais il n'y a pas de raison qu'il s'envole. Le micro est là. Du démantèlement des centrales est pris en compte dans l'évolution des coûts de l'électricité ou ce sera un tour de passe-passe pour le faire payer par quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas de tour de passe-passe. Ah, ça c'est l'éternel problème. Oui, c'est le coût de gestion des déchets, le coût du démantèlement. EDF, de par la loi, a provisionné un coût de démantèlement des réacteurs nucléaires. Bon. De même, EDF, de par la loi, a provisionné le coût de gestion des déchets, le fameux site de Bure. C'est un sujet sur lequel je travaille actuellement. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on estime, le gouvernement a estimé, c'est Mme Royal, a estimé que ça coûtait 25 milliards d'euros de construire ce site à Bure. Probablement, l'Andra dit c'est plutôt 35 que 25, enfin peu importe, sur un siècle, c'est pas déterminant. Bon. Donc, EDF a provisionné. La question pour le démantèlement, c'est est-ce qu'EDF a assez provisionné? Donc, la Cour des comptes, dans ses rapports 2012-2014, la Cour des comptes est prudente. Elle dit il est faux de dire qu'EDF n'a pas prévu le démantèlement des centrales. En revanche, on n'est pas certain que les provisions seront suffisantes le moment venu, parce qu'EDF a fait l'hypothèse que le coût de démantèlement serait un peu du même ordre il se passerait la même chose avec le démantèlement qu'avec la construction. La construction, on a construit 58 réacteurs sur le même modèle. Donc il y a eu des économies d'échelle. Quand vous faites 50 fois le même équipement, vous êtes performant. Ce qui explique que le nucléaire français n'a pas coûté très cher, parce qu'on a fait 58 réacteurs sur le même modèle. Et on en faisait 4, on a commencé à en faire 6 par an. 4 par an. Donc à ce moment-là, vous êtes très compétitif. EDF dit, quand je vais démanteler, je vais faire pareil. Donc EDF a provisionné à peu près, le coût de démantèlement, c'est à peu près 15% du coût de construction d'un réacteur. Bon, et la Cour des comptes est prudente, elle dit, ils sont optimistes, parce que si vous regardez les Anglais, c'est plus, si vous regardez les autres, c'est plus. Donc si vous voulez, il est faux de dire qu'on ne l'a pas envisagé, par contre, on l'a probablement
à mon avis, sous-estimé. J'ai une question sur les énergies renouvelables. Vous avez dit qu'elles allaient être rentables, qu'elles étaient rentables, et parfois on entend dire qu'elles ne le seront pas ou qu'elles ne seront jamais rentables. C'est une vue de l'esprit. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Et la deuxième question, c'est pour les pays qu'on a évoqués, quelle est leur stratégie? Parce que j'imagine qu'en Chine, on peut en avoir besoin, puisqu'on apporte de l'énergie. Qu'en Russie ou en Arabie Saoudite, même aux États-Unis, on n'en a pas besoin parce qu'on est producteur on vit avec la vente de gaz et de pétrole. Alors, le coût les renouvelables à l'heure actuelle, le coût indiscutablement a baissé. C'est notamment vrai pour le photovoltaïque, c'est vrai aussi pour l'éolien. Il y a des économies d'échelle qui ont fait que le coût a fortement baissé. Ceci étant, dans des pays occidentaux comme la France, alors attention, je parle de la France, je parle de l'Espagne, je parle d'Italie, je parle même de l'Allemagne, au coût actuel, il faut encore subventionner ces énergies. C'est-à-dire qu'on les aide à travers ce qu'on appelle des feed-in tarifs, c'est-à-dire des prix d'achat garantis. On vous dit, écoutez, quand vous fabriquez cette électricité, vous la vendez, si vous mettez du photovoltaïque sur votre toit, vous le vendez à EDF à un tarif qui est fixé par le gouvernement par un arrêté ministériel. Bon. Ce prix fixé par arrêté ministériel est supérieur au prix du marché. Donc, il est subventionné. Et vous payez une taxe, il subventionne justement ces renouvelables. Comme les coûts de production ont tendance à baisser, on dit, il va arriver un moment où il n'y aura plus besoin de subventionner les renouvelables. Alors la question, c'est ce moment en France, c'est quand? Alors les optimistes disent c'est dans 5 ans, les pessimistes disent c'est dans 20 ans, ou dans 15 ans, ou dans 10 ans. Alors par contre, si vous prenez en compte le fait que ces énergies sont intermittentes, et c'est ça le problème, il faut tenir compte du fait, et ça en principe on n'en tient pas compte, il faut tenir compte du fait que quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent, il faut prévoir une solution alternative. C'est ce qu'on appelle le backup. Et donc à ce moment-là, il faudrait tenir compte du coût du stockage. Si on développe à grande échelle des batteries qui peuvent stocker cette électricité à certains moments pour la déstocker à d'autres, il faut tenir compte du coût de ces batteries. Donc si vous voulez, dans les calculs, dans l'état actuel des choses, c'est pas tout à fait rentable. Alors par contre, c'est pas rentable puisqu'il faut les subventionner qu'on ne tient pas compte du coût du backup. Par contre, si vous allez dans le désert d'Atacama au Chili, alors là, c'est rentable parce que vous avez, ou en Californie, parce que vous avez du soleil qui correspond à une demande, parce qu'en Californie, la demande, c'est plutôt quand il y a beaucoup de soleil, puisqu'il y a beaucoup de climatisation. Donc là, c'est relativement rentable. Pareil dans le désert d'Atacama, c'est rentable parce que c'est très très ensoleillé et qu'il n'y a pas de problème. En Europe, c'est un peu plus délicat. Au Maroc, ça peut passer, mais le problème, c'est le stockage. Donc, si vous voulez, il faut tenir compte du coût du backup et du coût du stockage. Si vous tenez compte de ces deux coûts dans l'état actuel, il faut encore aider les renouvelables. Et les optimistes disent, il y a un rapport de l'ADEME qui sort juste à l'instant, d'ailleurs il y a un rapport qui est sorti, on en parle dans la presse, c'est sorti hier ou avant-hier, moi j'ai lu la synthèse, je n'ai pas encore lu le rapport, qui dit on pourrait se passer de nucléaire en 2050 ou 2060 parce qu'on aura suffisamment de renouvelables. Bon, l'ADEME sont toujours très optimistes. Mais bon, c'est quand même un institut, c'est quand même un organisme public, donc je suis un peu inquiet de voir qu'un organisme financé sur fonds publics et par le gouvernement sorte un rapport comme ça dans le contexte actuel où on voudrait attaquer le nucléaire, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Bon, c'est un point de vue personnel. Mais bon, c'est vrai que les renouvelables les coûts indiscutablement ont fortement chuté, les coûts de production. Mais il faut bien voir que si vous prenez toute la filière, il faut tenir compte des coûts du stockage et des coûts de l'intermittence. Donc on n'y est pas tout à fait, dans des pays tempérés comme les nôtres. Oui, monsieur le professeur, vous avez évoqué brièvement l'Algérie, et je vous souhaiterais poser une question qui rejoint la question de l'amiral Husser, et également les réflexions de l'amiral Duché il y a quelques semaines ici. Quelle est la situation d'Algérie, dont on sait donc l'importance pour nous de la stabilité de ce pays, également combien des recettes énergétiques de l'Algérie permettent à la fois une captation, mais aussi une certaine redistribution d'Algérie. Alors, quelle est la situation actuellement dans ce pays? Alors là, elle n'est pas simple, parce que moi, je ne suis pas capable de répondre très bien à votre question. Bon, l'Algérie a intérêt, vu sa population et ses choix, a intérêt à ce que le prix du pétrole soit assez élevé. Alors elle vend beaucoup de pétrole, elle vend beaucoup de gaz, simplement l'Algérie sait que ses réserves de pétrole vont s'épuiser. Le problème de l'Algérie, c'est la population. Une augmentation très forte de la population, c'est les relais des hydrocarbures. Ils n'ont pas vraiment d'industrie de relais des hydrocarbures. Donc, dans l'état actuel des choses, ils ont intérêt à ce que... ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils vendent leur pétrole et leur gaz.
Simplement, l'Algérie observe que du gaz, on peut en importer de partout. Il fut une certaine période, moi je me souviens de la période des tensions entre la France et l'Algérie à propos du gaz, hein, le fameux 1980, c'était une période délicate. Hein. Le gouvernement français était intervenu pour décider à quel prix Gaz de France devait acheter le gaz. Bon, très bien, ça n'a pas duré longtemps, on dirait, mais c'est le ministre des Affaires étrangères qui avait quasiment dit le prix, hein, en accord avec le gouvernement algérien. Bon, on était loin du prix du marché, donc 2 ans après, il a fallu Gaz de France renégocier le contrat. Mais l'Algérie, c'est un pays qui a des problèmes sur le plan énergétique, parce qu'en gaz, il y a beaucoup de concurrents potentiels. On a besoin encore, l'Algérie a encore la possibilité d'exporter son pétrole, mais à terme, son pétrole, il diminue. Et ils ont besoin de ressources pétrolières et gazières pour l'industrie nationale. C'est pour ça qu'ils regardent aussi d'autres sources. Bon, pour l'instant, ils ne regardent pas trop le nucléaire. Ce qui explique, parce que quelqu'un tout à l'heure m'a dit, mais l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas besoin de regarder les autres énergies. Si, ils s'intéressent à d'autres énergies. Ils s'intéressent au nucléaire pour une raison simple. D'abord, ils disent, nucléaire, ça peut permettre de faire, je dirais, le dessalement de l'eau de mer, et puis il faut être présent dans une technologie, surtout si les voisins font la même technologie. Si vous voulez. Ça, l'effet d'imitation, c'est important. Hein. Un pays fait du nucléaire si les voisins font du nucléaire dans ces pays-là. Hein. Donc la Jordanie, les Émirats arabes unis, Abu Dhabi, ça y est, il y a 4 réacteurs en construction, mais on voit bien que ça joue, hein, cet élément-là. Donc il faut être présent dans ces technologies, et puis ils anticipent l'après-pétrole. Les pétroliers, ils anticipent l'après-pétrole, donc ils font de l'électricité, ils font autre chose. Les pays producteurs, exportateurs de pétrole, ils réfléchissent au futur, donc ils s'intéressent aux renouvelables, ils s'intéressent même au nucléaire, hein, bon, parce que demain, ils savent qu'il y a d'autres technologies, il faut être présent dans ces technologies. Alors l'Algérie, bon, en renouvelable, un potentiel important, ils jouent encore beaucoup sur les hydrocarbures. Simplement, leur position aujourd'hui est beaucoup plus faible, même au sein de l'OPEP, par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années encore. Parce que au sein de l'OPEP, ils ne comptent plus tellement. Et leur gros problème, c'est interne, c'est la population. Alors maintenant, je dirais, ça dépend de la gestion interne de l'Algérie. Moi, il y a longtemps que je n'ai plus regardé je dirais, les politiques industrielles de l'Algérie. Il y a eu une période très ambitieuse. Bon, ça a plutôt cafouillé. Hein, donc, voilà. Merci, monsieur le professeur. Je crois qu'on a eu un panel très complet sur cet enjeu absolument stratégique. Moi, j'en retiens quand même que l'énergie, c'est comme une drogue. Hein, on en a besoin et il vaut mieux, essayer de limiter sa consommation, c'est le premier point. 2, de diversifier ses fournisseurs pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Et 3, quand on a une capacité d'être autosuffisant, il faut essayer de la développer. Donc, vous avez parlé du nucléaire, on a bien vu que les Américains, ça a complètement changé leur politique. Le fait d'être autonome sur le plan énergétique a complètement changé la posture des Américains, notamment dans le Golfe, avec des inconvénients quelquefois d'ailleurs. Mais ils ont gagné une liberté qu'on n'a que lorsqu'on est le plus autosuffisant possible. Merci encore. Et je Merci, Amiral. Et bonne soirée à tous, et rendez-vous à la prochaine séminaire. Et n'oubliez pas d'aller sur le site de la FMES où vous avez tous les jours des informations de géopolitique mises à jour sur l'actualité.